Bienvenue à notre soirée spéciale. On est très heureux de recevoir autant de monde. Je vais en profiter pour vous présenter le conseil d'administration. Gisèle, qui est la vice-présidente. Lève-toi debout! Carole, on va s'élever avec Carole, qui est la secrétaire trésorière. Il y a Lise Paillard. Lise, c'est celle qui nous donne tous les produits d'érable qu'on a. Là. Tout le monde la connaît. Il y a Hélène Gosselin aussi, qui est administratrice. Hélène qui est là en arrière. Puis il y a moi. Je pense depuis le temps que je suis là, vous me connaissez. Donc, j'ai juste quelques petites informations avant qu'on commence. Je voudrais dire merci pour maman pour d'être venue en si grand nombre. Puis je voudrais vous aviser que le voyage pour le Saint-Raymond-de-Portneuf, c'est le 15 juillet. J'ai oublié de l'inscrire dans le mensuel, fait que tout le monde me le demande. À la pause, je vais être en arrière. Si vous voulez vous inscrire, ça part très vite. Je pense que j'ai la moitié du voyage devant nous. Bon, puis je vais vous laisser maintenant avec M. Soulard, si on veut finir. Puis n'oubliez pas, si vous avez besoin de fumier de verre de terre, Alain est en arrière, il a emmené des poches en supplémentaire. Celles qui en ont commandé, vous pouvez aller le voir après la réunion. Puis s'il y en a qui en veulent d'autres, il y en a en surplus. Alors je vous laisse avec M. Soulard. Bonne soirée. Les problèmes techniques vont se résoudre dans les minutes qui suivent, mais on espère, ils disent. Sinon, vous inquiétez pas, je peux faire ça là sans l'écran. Et voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est la première fois qu'il y a un bébé qui assiste à mes conférences. Je suis charmé. Moi, je suis venu une fois, je crois, que les civils, mais en vélo, je l'ai traversé. Bon, je ne me souvenais pas très bien, mais c'est proche de Québec. À vrai dire, une fois qu'on est à Québec, ça prend autant de temps à sortir des ponts que de venir avec les civils. Ça a été mon cas ce soir. Mais je suis vraiment enchanté d'être ici. On va parler d'herbes, évidemment. Dans mon cas, les herbes, oui, je les fais pousser, mais je les utilise surtout pour les mettre dans mes plats, pour les cuire, pour assaisonner ce que je fais. Et je vais d'abord vous dire comment je suis arrivé aux herbes, de quelle façon je suis arrivé aux herbes, et bien sûr, je vais parler du château Frontenac et le jardin que j'ai fait quand je suis arrivé au château Frontenac il y a plus de 20 ans maintenant, et de quelle façon ça s'est passé. Alors voilà, d'abord je vais vous dire d'où je viens. Je suis né dans un minuscule... Voilà, il y avait vraiment du monde, hein. Je suis vraiment épaté. Je suis né dans un tout petit village, dans l'ouest de la France, dans une région qu'on appelle la Vendée. Et ce qui est plus intéressant, c'est que j'avais deux grands-mères, comme la majorité d'entre vous. Et la première grand-mère avait l'auberge du village, et la deuxième grand-mère avait la boulangerie du village. Mon père a été boulanger, c'était des affaires de famille, avec son frère et sa sœur. Et puis de l'autre côté, dans l'auberge, il y avait ma mère, il y avait ma tante. Et apparemment, je suis né juste après une sauce hollandaise. C'était un samedi, et les samedis à l'auberge, il y avait toujours des mariages généralement, et ce soir-là il y avait un mariage, et puis la sauce hollandaise était en train de se faire pour le saumon qui venait du fleuve à côté, qui s'appelle la Loire, et apparemment j'ai poussé comme un malade, ma mère a monté un étage, et puis je suis arrivé là. Alors déjà apparemment j'étais prédisposé à finir dans la cuisine, j'allais dire, ou à passer pas mal de moments dans la cuisine. Évidemment, cette grand-mère était quelque chose d'extraordinaire. J'ai grandi avec elle dans ses jupons, parce que c'est la famille qui élevait les enfants. J'avais 4 frères et une sœur, j'étais le numéro 2. Et il y avait aussi un grand-père. Et ça, c'est important, le grand-père, parce que le grand-père, il s'occupait du jardin. Et j'ai pour dire que dans ce temps-là, on ne parlait pas de bio, parce que tout était bio. Dans le coin du jardin du grand-père, il y avait un compost qui était utilisé pour étendre sur le terrain. Évidemment, tout ce qui poussait dans le jardin était utilisé pour l'auberge. Et j'étais haut comme ça, on me disait, va chercher du laurier, va chercher du cerfeuil, va chercher du basilic, et puis je savais où étaient ces affaires-là.
il n'y avait pas seulement un jardin qui ravitaillait toute l'auberge, mais il y avait aussi un cochon. Hein, il y avait un fabuleux cochon. Le cochon qui grandissait avec les restants de table. Dans la cuisine, il y avait un seau cochon. Tous les restants des assiettes finissaient dans le seau cochon. D'ailleurs, le cochon, il mangeait tout et il buvait tout. Il buvait tellement bien qu'un jour, il y a un d'entre nous qui, trouvant que la cuisine était un peu trop loin et puis que le seau cochon était un peu plus près, il l'a utilisé. Mon grand-père revient de voir son cochon, puis il dit « Mon cochon, il est malade. » « Comment ça, ton cochon est malade? » « Oui, le cochon est malade. Je vais appeler le vétérinaire. » Il y avait un vétérinaire dans le village qui n'était pas un vétérinaire en soi. C'était un fermier qui connaissait bien les animaux. Et le vétérinaire en question, il est venu voir le cochon. Et avec mon grand-père, ils ont regardé le cochon. Et le vétérinaire, il a dit « Ton cochon, il est saoul. » Il s'appelait Joseph, mon grand-père. « Ton cochon, il est saoul, Joseph. » « Comment ça, mon cochon, il est saoul ?» il a dit mon grand-père. Il dit « Je sais pas. » Alors c'est ce que je voulais dire. Un d'entre nous, trouvant que le seau au cochon était plus proche, versait les verres qui n'étaient pas complètement vides, des verres de vin dans le seau au cochon, et bien sûr, le cochon, il a pris une cuite. Une bonne cuite. Le lendemain matin, il avait dégrisé le cochon. L'histoire veut que quelques mois plus tard, quand on a tué le cochon, dans ce temps-là, on appelait le charcutier du village. Mon grand-père et le charcutier allaient d'abord dans la cave. On allait toujours d'abord dans la cave. Il fallait bien goûter les barriques qui étaient là. Ça, c'est ça qui était intéressant. Mon grand-père, il emmenait le monde dans la cave. Il sortait de la cave, puis là, il tuait le cochon. Ma grand-mère, elle ne voulait pas que je regarde tuer le cochon. Ma mère non plus, d'ailleurs. C'est vrai que moi je trouvais que c'était folklorique, parce que des fois ils montaient de la cave mais ils étaient avancés. Ils accrochaient le cochon par une patte et il fallait assommer le cochon pour mieux le saigner. Mais des fois ils rataient la tête du cochon. Ça c'était moins drôle, il hurlait le cochon. Moi je trouvais que c'était bien, ça faisait partie de mon enfance, ça faisait partie du village. On saignait le cochon. Évidemment avec le sang on faisait du boudin. On faisait plein de bonnes affaires, puis dans le cochon, tout est bon. Et apparemment, l'histoire veut que le cochon qui a pris une cuite, on fait les meilleurs jambons qui ont jamais existé. Okay? Évidemment, ils sont abstenus par la suite de saouler le cochon à chaque fois quand même. Ça comporte des risques de saouler le cochon. Okay? Donc, il y avait un cochon, il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait tout ça. Puis, il y avait plein de fermes tout autour. À vrai dire, le village, il était minuscule. Je peux vous dire qu'il était beaucoup plus petit que le vôtre. Vous, c'est une grosse ville que vous avez là. Je disais toujours que le village, c'est aussi vrai qu'il y a plus de canards que d'habitants dans mon village. C'est encore vrai. Je vais voir de temps en temps ma mère qui vieillit, comme nous tous. Et j'ai l'impression qu'il est toujours aussi petit, le village. Mais bon, c'est correct. C'est là que je suis venu. Donc, j'ai baigné dans ce berceau où il y avait des choses de la vie. On grandissait avec ce qu'il y avait autour de nous, avec les fermes qui avaient des vaches, qui nous donnaient le lait. Ma grand-mère me collait 2 bidons dans les mains. Ça voulait dire, va chercher du lait. Elle cherchait du lait. La fermière sortait avec 2 grosses chaudières de l'étable, foutait ça sur la table de sa cuisine. Avec sa main, elle enlevait la paille qui était tombée. Elle remplissait mon bidon. Le lait est encore tiède. Il y a du monde de la MAPAC ici, non? J'étais pas malade. J'avais été malade, moi. Et bien sûr, le temps de me rendre à l'auberge, j'avais déjà bu une partie du bidon de lait. Ma grand-mère mettait ça dans un chaudron, puis elle me disait, retourne chercher du lait, t'en as trop bu, ok? C'est des beaux souvenirs. Et je dis souvent que dans toute la carrière qui m'a suivi, quand j'avais des doutes, et j'en avais des doutes même en plein milieu du château Frontenac, pour essayer d'aller me chercher, je repensais à la grand-mère. Je me disais, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Quelle est la bonne
la bonne chose à faire dans telle et telle situation. Et pour moi, ça a toujours été perso. C'est là où j'ai le plus appris et c'est là où je me suis senti assurément le plus confortable. À 13 ans, on nous posait la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? À 13 ans, il fallait répondre. Maintenant, à 25 ans, ils ne savent pas. À 13 ans, il fallait savoir. Et je leur disais, il fallait trouver quelque chose. Mais comme la seule chose que je connaissais, c'était la cuisine de la grand-mère et puis la boulangerie de l'autre. Alors j'ai dit la cuisine en me disant, la boulangerie puis la pâtisserie de mon père, je vais l'apprendre à mesure. Dans une cuisine, on apprend obligatoirement la pâtisserie et puis le pain et tout ça. Alors ma mère m'a dit, ok, tu vas aller dans une école de cuisine. Et c'est pour la première fois que j'ai quitté mon village pour plus y revenir. J'avais 13 ans, je suis allé 3 ans dans la ville qui n'était pas la plus proche. Et je dis toujours, c'était une école où j'étais interné, ça veut dire que je revenais seulement tous les 3 mois dans mon village. Et puis, après ces 3 ans, j'avais 16 ans, j'avais mon sac, puis là, il fallait manger, alors j'ai compris qu'il fallait aller travailler aussi, et puis j'ai pris la route. Et j'ai compris très très rapidement que pour grandir dans mon métier, il fallait faire beaucoup de restaurants, il fallait faire évidemment pas mal de chefs, les chefs qui sont dans les restaurants, et en même temps, j'ai compris aussi que j'allais voyager, parce qu'à mesure de faire des restaurants, eh bien, je vais faire de la route, évidemment. Alors, les premiers restaurants que j'ai faits ont été en France, puis en Europe, et bien sûr, à chaque fois, j'avais des chefs qui m'apprenaient des affaires, un autre chef qui m'apprenait autre chose, et c'était la manière d'apprendre son métier. Et j'y ai pris goût, évidemment. Et puis après l'Europe, ça a été l'Asie. J'ai travaillé sur le continent asiatique. En Europe, j'avais fait Londres, la Suisse, l'Italie, la Corse. En Asie, j'ai fait Tokyo, Hong Kong, les Philippines, Manille, j'ai fait Guam. Et je devais partir pour l'Australie. Puis dans le même 24 heures, on m'a dit le Canada. Et puis je devais choisir 24 heures plus tard. Quand mon boss, il m'a dit alors, tu as pensé à mes affaires? J'ai dit, vous m'avez parlé de quoi? Il m'a dit le Canada. Ah, j'ai dit le Canada. J'ai toujours trouvé que l'Australie et le Canada étaient deux pays qui... Mais il y en a un qui est plus frais que l'autre quand même. Mais moi, le froid, ça ne me dérangeait pas. J'aimais la neige et puis j'étais pas là pour rester. De toute façon, je devais seulement passer. Contrairement à tous les maudits Français, j'avais un billet pour aller ailleurs. Et je devais partir en Amérique du Sud après. Je travaillais pour la compagnie Hilton. Et puis finalement, je me suis dit, oh tiens, pourquoi pas le Canada? Je me retrouve à Québec avec Hilton. On avait, dans ce temps-là, l'hôtel Hilton à Québec, on avait 7 restaurants. On gérait aussi le centre des congrès. Et c'est là que ça s'est passé finalement. Ça m'a pris 1 an, 2 ans. Puis je ne suis pas reparti, parce que je suis tombé en amour vraiment avec la ville de Québec. Puis c'est facile de tomber en amour avec la ville de Québec. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on ne tombe pas en amour avec des vieux murs, on ne tombe pas en amour avec un vieil hôtel ou un hôtel emblématique. Je pense au Château Frontenac. On tombe en amour avec des gens qui sont autour de nous. Et les gens qui sont autour de nous, c'est les collègues de travail, c'est les fournisseurs, c'est les clients par le fait même. Et peut-être qu'on est dans les années 80, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans ce pays-là, parce que c'était bien beau, pour des comment dirais-je, des produits spéciaux, je commandais ça en Europe, on mettait ça dans un conteneur, puis 1 semaine plus tard, j'avais ça. Et je me disais, oui, il fait fret, mais il y a quand même du terrain, il y a quand même des élevages, il y a quand même des choses à faire. Alors ça a pris quelques années, et début 90, j'arrive au Château Frontenac. Le Château Frontenac me fait une offre que je ne peux pas refuser, et début 90, j'arrive avec le Château Frontenac. Et là, ça a été le début de plein de choses. Ça a été un peu la jonction qui devait se faire. D'abord, le début de ce qu'on a appelé les produits du terroir. On ne se souvient pas, mais on va parler de fines herbes. Ben, même si ce machin-là, il ne marche pas, on va parler de fines herbes non plus, aussi. Vous n'avez plus rien sur l'écran. Ça fait rien. Ce soir, de toute façon, tout le monde a reçu une feuille Ah oui? sur laquelle il y a le dessin de l'éphémère,
puis il y a votre description. Mais je suis en voiture. Mais c'est pas en couleur. Bon, il manquera la couleur, mais j'essaierai d'y mettre de la couleur. Donc, on était à ce moment-là où les produits du terroir partaient. Ces produits du terroir ont été finalement une synergie entre des producteurs et des chefs. Et contrairement peut-être à l'Europe, où c'était le producteur qui venait voir le chef en disant « voilà le stock que j'ai et que j'ai à vous offrir », ici, ce qui s'est passé, c'est les chefs qui ont dit à leurs producteurs « tes choux-fleurs, ils sont sympathiques, mais peut-être qu'on peut faire pousser autre chose. Tes brocolis, ils sont cute, mais peut-être on peut avoir autre chose que des brocolis. Okay » Et j'étais en train de dire, on se souvient plus tellement, mais début des années 90, trouver des fines herbes à l'intérieur de votre épicerie, oubliez ça en plein hiver. Et je dis souvent à la blague qu'on s'enorgueillit des 400 fromages que nous avons aujourd'hui. Mais début des 90, je dis en plaisantant, on avait 3 fromages, un cheddar blanc, un cheddar jaune et un cheddar de couleur. Et quoi? Et un Velveeta. Puis un petit Québec. Ouais. Mais c'était à peu près tout. Et Cheese Whiz? Oui, Cheese Whiz, c'est pas un fromage. Et ça, c'est l'exemple vraiment extraordinaire qu'on peut... Mais la liste que je pourrais vous nommer est très très longue. Oui, ce serait bien. Je ne sais pas des fois de quoi je parle, alors ça aide. Donc la liste était très longue. Et je dis toujours que la chose la plus extraordinaire dans mon travail au Château Frontenac, c'était de recevoir un téléphone d'un de ses producteurs. Et la personne me disait, j'ai tel produit, j'aimerais vous le présenter. C'était de recevoir ces gens-là et les écouter parler de leurs produits. Et ça a été vraiment, vraiment fantastique. Et c'est ce qui a amené un peu à tous ces produits, à les avoir dans nos cuisines et par la suite sur la table. Mais la première chose que j'ai fait en arrivant au Château Frontenac, bien sûr, j'ai fait le tour. C'est gros, le Château Frontenac. Château Frontenac, c'est une ville dans une ville. Tout ce que vous voyez dans une chambre, il y a quelqu'un pour le réparer. L'électricité, l'ordinateur, la plomberie, il y a un rembourreur pour rembourrer les chaises, la télévision, les 72 réfrigérateurs que j'avais dans les 4 grosses cuisines. C'est une ville dans une ville de ce côté-là. Et bien sûr, au-dessus de la cuisine principale qui était au 2e étage, il y avait un espace qui était le toit finalement de la cuisine principale. Et puis j'avais pour dire que quand j'ai découvert cet espace-là, il y avait du gravier, comme il y a sur tous les toits, avec des arbustes qui étaient laides. C'était vraiment laid, les arbustes, mais ça cachait la misère parce qu'il y avait des fenêtres, des fenêtres de chambre qui donnaient sur cet espace-là. Donc, ah ben voilà, on a un spécialiste maintenant. C'est parce que le canon était pas ouvert. Ah ben faut ouvrir le canon. C'est quoi le canon? Ça envoie des boulets, ça? Oh, ben voilà. Ça va marcher comme ça. Et laissez-moi me concentrer. Hein. Il y avait donc un espace. On va avoir les photos. Ça va marcher. Ben voilà, il fallait une pitonneuse. C'est pas de notre faute. On peut agrandir ça? Le canon était pas ouvert. Oui, vous allez pouvoir agrandir ça, je suis sûr. Il y avait donc ce jardin, écoutez-moi. Il y avait cet espace. Il y avait quand même de l'eau qui passait pour les arbustes. Et puis, partout où j'ai passé à travers les pays, ça a toujours été une motivation pour moi. Je reproduisais un peu ce que j'avais appris quand j'étais jeune, c'est d'essayer de planter quelque chose. Quand vous êtes au milieu d'une ville comme Hong Kong, Tokyo ou je sais pas quoi, il n'y a que du béton, et puis des fois c'était difficile. Mais j'amenais mon gravier, j'amenais ma terre, puis j'essayais de pousser quelque chose. Mais là, j'avais déjà presque installé, il y avait de la terre, il y avait un système d'eau, et puis j'étais sur un toit. Alors la première chose que j'ai fait, c'est que j'avais de la ciboulette à la maison, j'ai planté ma ciboulette dans un coin, et j'avais appris très très rapidement que quand tu bouges
une pierre au château Frontenac, il faut s'attendre à avoir un tremblement de terre. Parce que même si tu es chef, les vrais chefs, c'est les 650 employés. Il faut qu'ils soient d'accord avec toi, au moins, sinon ça ne marche pas. Et il n'est pas d'accord, hein. Et c'était ça pourtant. Et donc, ben voilà, ça sent bien. Les 650 employés, finalement, n'ont rien dit. À la fin de l'été, ma ciboulette était montée, elle était montée en fleurs, et puis je me dis, je ne vais pas laisser cette ciboulette-là, je coupe la ciboulette, puis je la descends dans la cuisine. Et dans la même heure, dans la même après-midi, il y a un journaliste qui, comme il y en avait beaucoup au château qui passe, et puis je lui fais 2-3 assiettes, et sur une des assiettes, je mets 2 brins de ciboulette, et je dis le plus sérieusement du monde, la ciboulette du jardin. Et là, il me dit, t'as un jardin? J'ai dit, comme un jardin. J'avais seulement la ciboulette qui était là. Je ne pouvais pas lui dire que j'avais un jardin, mais oui, ça venait de ce que je voulais, que ça soit un jardin. Une semaine plus tard, dans le journal, la ciboulette du jardin du toit du château Frontenac. Et au même moment, le téléphone sonne, et là, je vois le nom de mon boss. En général, il t'appelait jamais, lui. Mais quand il t'appelait, c'est que ça chauffait. J'arrive dans son bureau, il ne levait jamais la tête. T'as un jardin, toi. Alors là, je lui mets à m'expliquer qu'il avait des arbustelettes, que finalement, on serait mieux à faire avec un jardin, faire pousser des fines herbes, puis que je serais proche de mes fines herbes. Parce que plus on est proche de ce qu'on a entre les mains, meilleur c'est. On est d'accord que vos tomates en arrière de chez vous sont bien meilleures que les tomates que vous achetez. Vous les avez vues grandir. Vous savez que vous n'avez pas mis plein de cochonneries au pied des tomates. Et vous savez que ça va être les meilleures parce que vous allez les cueillir au bon moment et qu'elles vont être juteuses quand le soleil aura tapé comme il faut par-dessus. Alors j'essaie de le convaincre, c'est le cas de le dire, je lui vends ma salade. Et c'est magnifique. Il ne reste plus qu'à taper sur le bouton, là. C'est lequel? Avec la souris, peut-être juste le... Ah, regardez. C'est magnifique. Mais comment vous remercier? Un câlin à la fin. Ou de la ciboulette. J'ai pas de ciboulette avec moi. Mais j'ai remarqué que Madame la directrice, elle embrassait tout le monde à l'entrée. Même les messieurs d'ailleurs. J'avais remarqué ça. Finalement, il écoute vendre ma salade, je reviens avec mon boss, et puis après quelques minutes, j'arrête de parler, je dis, il m'écoute seulement, quoi, il n'est pas intéressé à mon truc, et il me dit, ok, correct, t'as un jardin. Et là a commencé l'histoire de mon jardin. Alors, au début, évidemment, j'ai arraché les arbustelettes, puis j'ai commencé à planter moi-même mes fines herbes. Évidemment, c'était pas grand. J'allais pas commencer à planter des oignons, des patates, puis du poireau. Là, oubliez ça. Les fines herbes, pour moi, c'était ce qui est le plus adéquat dans l'espace que j'avais. Et puis, 1 an, 2 ans, par la suite, j'ai embarqué avec moi le monsieur qui s'occupait de toutes les plantes intérieures et extérieures de l'hôtel, tout ce qui est plantes de décoration. Je l'ai amené dans le jardin, il me nettoyait toutes les mauvaises herbes, et au fil des années, quand je dis j'ai, mes collègues et moi avions le plaisir, avant le service, de couper tout ça et de ramener ça dans la cuisine. On avait des herbes fraîches. Évidemment, je ne produisais pas assez pour produire pour tout l'hôtel. Ce qu'il faut dire, c'est que le château Frontenac, c'est autour de 1500 repas par jour, en moyenne. Évidemment, mon jardin, il ne fournissait pas pour tout, mais il fournissait au moins pour le restaurant principal qui s'appelle le Champlain. Évidemment, je vais sortir des herbes parce que l'histoire du jardin, ce n'est pas résumé seulement aux herbes en question. Et il y avait un jour, je vous disais qu'il y avait des producteurs, des artisans producteurs qui venaient me visiter, qui me présentaient leurs produits. Alors, je ne sais pas, un jour, il y en a une qui est arrivée, c'était un couple qui est arrivé avec un pot à l'intérieur duquel on avait des rillettes de canard. On s'est mis à parler des rillettes, mais on s'est aussi mis à parler du canard. J'ai dit, des rillettes de canard, qu'est-ce que vous faites avec le reste du canard? Vous ne faites pas seulement des rillettes. Est-ce que vous avez pensé à les gaver? Moi, j'étais tanné d'amener ça d'Europe, là, ou de faire venir du foie gras frais d'Europe, là.
Et il me dit oui, on essaye de faire du foie gras, mais on n'a encore pas trop la technique. Et je me suis dit ok, on va voir ce que vous faites. Alors pendant un an, ils m'ont envoyé des canards qui étaient, des foie gras de canards qui étaient, je disais toujours, je vais faire comment on appelle ça, du foie, du pâté de foie, du Paris pâté. Vous connaissez le Paris pâté? Eh ben, je faisais du Paris pâté avec le foie gras. Ça me coûtait assez cher, je dois dire. Mais dans ma tête, ça semblait assez normal qu'un établissement comme le Château Frontenac puisse donner un coup de main à des artisans pour qu'ils prennent le temps comment dirais-je, d'apprendre ce qu'ils ont à faire. Finalement, après un an, ils ont été en Europe, ils ont appris à gaver leur canard, et puis très rapidement, j'ai eu des magnifiques foie gras que j'avais plus besoin de commander d'Europe. Évidemment, il n'y avait pas seulement le foie gras que je commandais d'Europe, certains poissons que je voulais trouver, mais petit à petit, j'ai eu à faire ça parce que, évidemment, les ingrédients se sont développés à l'intérieur des produits de terroir québécois. Il y en a un autre qui est arrivé un jour, et puis il se met à me parler de miel. Je l'écoute, il s'appelle Marc. Et Marc me met à me parler de miel. Il parlait de ces abeilles-là, j'avais l'impression qu'il les connaissait toutes, ces abeilles. On s'entend que dans une ruche, il y a entre 50 et 75 000 abeilles. Il avait 200 ruches autour de la ville de Québec. Et ils avaient tous ce point en commun, tous ces artisans, sans exception, ils avaient un point en commun, c'est la passion de ce qu'ils faisaient. Et des fois, j'étais subjugué par comment on peut être passionné seulement par une affaire, par un élevage, par des fines herbes uniquement. On fait pousser que des fines herbes, ou on fait pousser seulement des mini-salades, ou enfin que sais-je, les exemples sont nombreux. On fait un fromage, j'aime les chèvres, je prends le lait, et puis je fais un fromage de chèvre. Et toute la passion est mise à l'intérieur de ça. Moi, je me trouvais chanceux parce que je pouvais picailler dans tous ces ingrédients, puis faire quelque chose, j'avais au moins un choix. Moi, j'étais fasciné de la passion que tous ces gens avaient pour le produit qu'ils avaient décidé de travailler et de le faire absolument parfaitement. Je reviens à Marc, qui fait du miel. Après l'avoir écouté pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'ai dit « Marc, suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer ». À côté du jardin de fines herbes, il y avait un autre petit jardin que je n'utilisais pas parce qu'il fallait monter 2 échelles de fer droites, et j'étais toujours installé avec des sabots. J'ai passé ma vie dans des sabots parce que mon dos il se portait mieux, je pouvais courir avec, et puis oui, je les ai quittés. Mais j'étais à 2 doigts de les prendre tout à l'heure parce que j'en ai toujours une paire dans la voiture. Et donc je trouvais que c'était dangereux de monter les 2 échelles de fer avec une paire de sabots. Mais bon, je monte quand même Marc sur cette portion de jardin. Et je lui dis, le plus sérieusement du monde, Marc, qu'est-ce que tu dirais de mettre des ruches ici? Marc répond pas, mais je l'entends penser. Il doit en fumer du bon, ce chef. Il est super bon. Alors je répète la question, Marc, tu penses qu'on pourrait mettre des ruches ici? Finalement, il voit que je suis sérieux. Et puis il me dit, ouais, mais vous imaginez pas? On est au milieu d'une ville. Oui, j'ai dit ça, je sais ça. Non, mais en plus, on est au milieu du château Frontenac. J'ai dit, je sais ça aussi. Pourquoi on n'essaierait pas? Il m'a dit, ok, on va essayer. Et le printemps suivant, il est arrivé avec 4 ruches, mais j'ai dit, il y a une condition. Je veux connaître ta job. Je veux que tu m'apprennes le travail d'apiculteur. C'est ce qu'il a fait. Et on a eu donc les ruches qui nous ont donné du miel. La 2e année, il avait fait tellement beau. J'ai oublié l'année là. On avait fait une récolte extraordinaire. Mais que la récolte soit forte ou pas forte, ce qui était fabuleux, c'est que j'étais autonome en miel. Et de pouvoir dire que dans la pâtisserie, que dans la cuisine, j'utilisais du miel du toit du château, j'avais une grande fierté de ça. Et bien sûr, je mettais ça dans des petits pots que je distribuais dans les 620 chambres de l'hôtel, je mettais ça dans des gros pots qui allaient dans les salons banquets ou dans les restaurants, et il y avait toujours écrit le miel du toit du château. Et ça j'étais très fier. J'arrivais à prouver que plus proche on était de notre produit, encore une fois, meilleur ça va être. Et le travail que je faisais avec les artisans, et j'étais pas le seul chef à faire ça en ville, ou dans les villes du Québec, ou dans les régions du Québec, mais il y avait cette espèce de rouleau
qui faisait en sorte que les produits, nos produits québécois, commençaient à se développer. Les gens comme vous veniez dans nos restaurants, goûtiez quelque chose, ah ouais, ça existe, mais en plus c'est de chez nous, où est-ce qu'on peut l'acheter? Et tout de suite, les gens pouvaient aller dans l'épicerie, dire « Hey, j'ai bouffé ça, alors on pourrait plus l'avoir ». Et c'est comme ça que petit à petit, on a fini en plein mois de janvier, février, à trouver du basilic, du cerfeuil, ou je sais pas quoi, toutes les herbes qui sont disponibles maintenant aujourd'hui. Et ça, c'était une grande fierté. Et la dernière chose, je vais finir avec le toit du château, parce qu'il y avait bien sûr toutes ces herbes, mais il y avait aussi un monsieur qui m'appelle un jour, puis qui me dit comme ça, « Est-ce que vous connaissez les poules Chanteclair ?» J'ai dit, « Non, mais je crois que je vais savoir ce que c'est que les poules Chanteclair. » Et là, il se met à me raconter l'histoire des poules Chanteclair. La poule Chanteclair est née en 1908 dans les mains d'un moine de la trappe d'Oka, qui trouvait que ces poules n'avaient pas un gros plumage et qu'il pourrait peut-être faire mieux. Alors il a pris 5 poules, pas 5 poules tout de suite, il en a rassemblé 1, 2, puis 3, puis 4, puis 5, pour finalement, au bout d'une couple d'années, d'avoir une poule blanche, bien en plumes, sans crête, parce qu'il avait constaté que les crêtes gelaient. Il avait constaté que les crêtes gelaient, et puis il était en amour avec un auteur français qui avait composé une pièce qui s'appelait Chanteclair, et il a décidé d'appeler cette poule Chanteclair. Et la Chanteclair est devenue la poule qui, pendant des décennies, a été la poule des Québécois. La poule qu'on avait en arrière de la ferme, en arrière de la maison, et qui tenait les œufs qu'on avait besoin pour la famille. Puis un jour, il y a une poule qui a pondu plus vite, et puis la Chanteclair en question a commencé à débarquer. Et lui me dit, la poule est en train de mourir, la poule Chanteclair est en train de disparaître. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il va disparaître, je suis triste, même une poule. On est d'accord avec ça. Et je me dis, en plus, au Québec, on n'a pas grand-chose. On a une vache canadienne, on a un cheval canadien. J'ai dit, on a une poule québécoise, puis elle va disparaître. J'avais un banc de pierre dans le jardin des fines herbes. Et puis, on commence de bonne heure le matin. Puis souvent, en fin d'après-midi, avant le service du soir, vers les 4-5 heures, quand le soleil tombe en arrière de la tour du château, de l'autre côté, je montais avec mon café, puis je m'assoyais. C'était mon 10-15 minutes à moi. Je pouvais méditer, je pouvais penser à rien. J'entendais rien, j'étais au milieu du château, au milieu d'une ville, mais j'entendais rien, et ça, c'était fabuleux. Et tout d'un coup, je regarde dans le coin du jardin, il y avait un espace qui était toujours à l'ombre à cause de la fameuse tour, qui ne poussait pas grand-chose. Et je me disais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ce coin-là. Et là, il m'est venu une idée. Et cette idée, je me dis, il faut que j'appelle Philippe. Philippe, c'était le gars qui était en charge de toute la ville qui était dans la ville. C'est-à-dire l'électricien, le plombier, le menuisier, tous ces jobs-là, le rembourreur, le gars qui faisait le plancher, le gars qui faisait le plafond. Puis bien sûr, c'était un copain, Philippe, parce que j'en avais besoin pour que mes fourneaux, mes réfrigérateurs, toute la cuisine, les cuisines fonctionnent 24 heures sur 24. Il ne fallait pas que ça tombe en panne. Il manquait de rien, Philippe. Il avait juste à me dire qu'il avait besoin d'un steak. Même avant qu'il dise, il avait un steak. Okay? C'était vraiment un copain. Philippe, j'ai un café pour toi. Monte, je suis dans le jardin. Philippe, il arrive, s'assoit à côté de moi. C'est un bon gars, Philippe. C'est un bon gars, Philippe. J'ai dit, Philippe, tu pourrais me construire un poulailler, là, dans le coin? Il me regarde, il me dit, ouais, je peux te construire un poulailler. Certains d'entre vous vont se souvenir que à un certain moment, il y a une année, on a refait le toit du château, le toit de cuivre du château. Le cuivre sur la tour avait 80 ans et il fallait refaire, l'oxydation du cuivre était devenue très très mince et il fallait refaire le cuivre. Ça a été un été complet où les ouvriers ont travaillé à refaire tout le toit de cuivre. J'ai eu un poulailler avec un toit de cuivre neuf. Je vous assure, un poulailler de luxe pour des poules de luxe.
Non, pas les poules de luxe que vous pensez, monsieur. Il était tellement de luxe, ce poulailler-là, c'est que je me suis dit, si un jour on manque de chambres, même si on vend les 620 chambres, on pourra louer le poulailler. Parce que c'était vraiment tout un poulailler. J'ai mis 4 poules dedans. 4 poules, 5 poules. Je me suis dit, c'est le MAPAC qui va me rentrer dedans, mais non, c'est la Ville de Québec qui m'a rentré dedans parce qu'avec 4 poules, j'avais un élevage apparemment, d'après la législation de la ville. Régis, vous connaissez Régis? Un copain Régis. Un jour, il vient dans un de nos salons avec des invités. Je faisais saluer les invités et je présentais le menu. Et bien sûr, les questions arrivent et toutes les questions arrivent sur les produits et tout ça. Et puis, il y en a un qui me dit comme ça, et les poules, chef, et tes poules, là, c'est quoi tes poules, ok? Puis là, il y a Régis, chut, je ne peux pas parler de poules. Ils me font chier, mes fonctionnaires, avec ces poules, ok? En voulant dire, tu peux garder tes poules, mais il ne faut pas en parler de trop, ok? Évidemment, quand j'étais conscient que quand je faisais quelque chose au Château Frontenac, les journaux s'emparaient souvent de la nouvelle, et bien sûr, ça partait. Et l'équipe de communication du Château Frontenac était heureuse, oui, parce que c'était des filles, parce qu'ils avaient de la matière à vendre et à donner aux journalistes. Okay? Et le résultat des poules Chantecler, soit dit en passant, un jour, il y a un client qui me dit « Hé chef, vous savez combien on a eu on avait Expo Québec autrefois, certains se souviennent de ça, et moi je pleure encore la disparition d'Expo Québec. Mais bon, ça c'est la vie. Et c'était donc d'abord et avant tout une exposition pour les animaux. Et il y avait des concours d'animaux. Vous vous souvenez de ça votre génération doit se souvenir de ça. Et il y en a un qui me dit, tu sais combien il y avait de poules Chantecler l'an dernier, chef? Je dis aucune idée. Il me dit, il y avait 3 poules Chantecler. Tu sais combien il y en avait cette année? Il y en avait 20. Seulement de comprendre qu'on avait multiplié par 6 la population à Expo Québec de 6 fois, j'ai dit on a déjà gagné la partie. Okay? La poule Chantecler existe toujours. Elle me faisait 3 œufs par jour, mes 4 poules, mes 5 poules. Okay? C'était pas beaucoup, surtout que j'en utilisais 1500 par jour. Alors évidemment, au début, je les ai mis dans un coin, les œufs, comme si c'était quelque chose de hyper important. Mais je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais les passer dans la production, mais c'est triste de passer ça dans la production. Alors j'ai eu une idée. J'ai fait faire des belles boîtes de bois, avec le gros logo du Château Frontenac dessus. J'ai mis 6 œufs, chaque œuf était tamponné avec les œufs du toit du château. Okay. Et quand il y avait un gros client qui venait, un client important, un client qui nous achetait 5000 chambres puis 10 000 couverts, ou seulement des fois parce qu'il était gentil, le client, puis que je l'aimais bien, ou qui venait régulièrement, je lui offrais la boîte avec les œufs. J'avais l'impression que c'était des œufs en or que je lui offrais, tellement ils étaient contents. Avec les Américains, ils faisaient la gueule parce qu'ils se disaient comment je vais passer la douane avec ça. C'est un peu l'histoire du toit du château. Et je me dis qu'on n'a pas tous du terrain derrière chez soi. C'est un peu mon argument, quelque part. On a peut-être seulement un appartement avec une fenêtre, mais même là encore, dans les pots, on peut planter un peu de basilic, on peut planter un peu d'estragon, on peut planter un peu de coriandre, peu importe. Seulement le plaisir d'aller couper ça et de le mettre parcimonieusement sur le plat que vous avez préparé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là tout mon argument de comment je suis arrivé dans les produits qui collent à la peau, comment j'ai collé. Pour moi, c'est tellement important d'avoir développé avec d'autres, encore une fois, avec d'autres chefs, les produits qu'on a. Il y a encore beaucoup de travail à faire, soit dit en passant. Mais d'avoir développé les produits qu'on a maintenant au Québec et qu'on va encore développer, et de les avoir proches de chez nous. Il n'y a aucun cuisinier, aucune cuisinière au monde qui pourra faire de la bonne cuisine si au départ, l'ingrédient n'est pas bon. Vous ne pourrez pas faire quelque chose de bon si au départ, votre poulet n'est pas bon. Le poulet que vous allez élever, vous allez acheter dans la ferme où vous connaissez le monsieur ou la madame qui élève le poulet,
c'est le meilleur poulet du monde. Vous savez, ces poulets qui ne rétrécissent pas au lavage, ou plutôt à la cuisson. Et puis quand vous faites du bouillon avec ces poulets-là, le bouillon, il devient en gélatine. Vous savez de quoi je parle. C'est ça la qualité d'un produit. C'est pour ça qu'il faut se... Enfin, pas qu'il faut se battre. Moi, je me battais pour ça, parce que les gens qui venaient au château, j'étais conscient qu'ils payaient beaucoup d'argent et que vous ne pouviez pas mentir sur un produit. Et je me disais, à quoi bon d'acheter ça de l'autre côté de l'Atlantique? On peut les faire ici, on peut élever de l'agneau, on peut avoir des bœufs québécois, on peut aller avoir du saumon, de la truite québécoise, on a déjà des produits de saison qui sont extraordinaires. Je me suis bourré la face de crabe dernièrement avec mes voisins, c'était extraordinaire. Là, on va se jeter sur le homard, c'est extraordinaire. On a des produits comme ça de saison. Quand les atokas ils sont mûrs ici, ben vous allez vous baigner dedans, c'est extraordinaire. Vous les faites sécher, vous mettez ça dans vos gâteaux et vous dites ça vient du champ derrière, ok, c'est le sirop d'érable qui coule à côté. Il y a quelqu'un qui m'a dit bonjour monsieur Soulard, vous êtes dans la capitale du sirop d'érable, Plessisville. On m'a salué comme ça, j'ai dit ouais, c'est là que ça se passe, ok. On est fiers de ça. Et bien sûr, il y a ces ingrédients, mais il y en a tellement plus. Il y a des ingrédients qu'on n'a pas, qu'on peut faire. Bien sûr, on ne fera pas pousser des bananes ni des ananas. Bien sûr, il y aura des mangues qui ne pousseront pas dans ce pays-là. Mais il y a plein de choses où on peut être proche, et on est proche, oui, pour devenir autonome, mais on est proche, quand vous parlez à un cuisinier, proche d'un produit, ça veut dire être proche de la qualité, être à côté de la qualité. Et ça a toujours été mon argument, ça a été mon argument au Château Frontenac, ça a été des bataille hippique avec mon boss. Parce que oui, des fois, ça coûtait plus cher. Oui, des fois, sa marge de profit faisait la gueule avec ça, ok? Mais pour moi, c'était... Je ne mentais pas aux clients quand ils venaient. J'étais fier de dire, le produit qu'on a, il vient de la ferme en arrière, d'abord. Je sais pas, la dinde que j'ai achetée, c'est la dinde noire qui est à Charlevoix, qui est élevé par Denis, parce que je connais Denis, puis je sais que ce qu'il donne à bouffer à ces dindes, c'est du bon stock, ok? J'aime tellement Charlevoix que je m'y suis installé maintenant, ok? Ben, j'ai un pied à terre à Québec, mais Baie-Saint-Paul, j'écris beaucoup, puis j'ai juste à m'installer dans ma butte là-bas, là, dans le Cap, là, puis... je dis bonjour aux chevreuils qui bossent, il n'y a que ça qui bosse de toute façon. Ça, c'est fabuleux. Alors voilà, c'est un peu mon histoire, c'est par là que je suis passé. Il y a une grand-mère, il y a un grand-père. Bien sûr, j'aurais pu vous parler de mon père et de ma mère, parce que j'ai grandi dans cette même passion du produit, le client qui était toujours autour. Bien sûr, il y a eu la première sauce hollandaise, mais une fois que j'ai grandi, ben, il y a eu plein d'autres choses auxquelles et les choses que j'ai appris, on les apprend à l'enfance, à l'adolescence. Et moi, j'ai eu cette chance d'avoir les deux pieds dedans. Bien sûr, il y a eu tous les chefs après que j'ai côtoyés à travers ma carrière qui m'ont appris les trucs, qui m'ont botté le derrière, parce qu'ils fessent, c'est vrai que ça arrive. J'espère que ça n'arrive plus, là, mais c'était encore l'époque où ils fessaient fort. Et moi, je suis tout petit. Quand ils m'en foutaient une dans l'épaule, j'allais rejoindre le réfrigérateur qui était dans le fond de la cuisine. Mais c'était comme ça. Mais quand j'en recevais une, je me dis, si un jour je suis chef dans une cuisine, je ne ferai pas comme ça. C'est pas la solution. et voilà. J'ai déjà parlé un peu trop avec mon histoire, mais cette portion du toit du château est importante. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, j'ai vu le toit, les jardins du toit du château. Il y a une personne qui m'a dit, j'ai déjà suivi des cours avec vous. Je ne sais plus où elle est par là. Et c'est vrai que le château Frontenac, quelque part, est l'identité de la ville. Et j'ai toujours dit que ce château, c'était le château des Québécois. Ça appartenait aux Québécois, même si c'est une compagnie privée qui en est le propriétaire. Et ben voilà, j'ai fait la première page. Il en reste 26. Vous avez la nuit? Non, je plaisante. Ok, il faut appuyer sur un bouton. Je vais le trouver.
Ah. Là, je vais vous parler des herbes. Je vais défiler, j'ai trouvé le bouton. Avec ce doigt surtout. C'est ce doigt-là qui marche. J'ai pas besoin de la souris. Elle n'a pas de queue, votre souris. Je vais vous parler des herbes. Vous allez avoir des questions. Ce que je vous propose, c'est je vais passer à travers toutes les herbes. Je vais vous raconter l'herbe, je vais vous dire ce que je fais avec les herbes. Et puis à la fin de la série d'herbes, je vais répondre aux questions. Est-ce que ça vous convient? Puis les questions peuvent être bien sûr des questions de cuisine, mais ça peut être des questions de... J'ai trois petits enfants, alors vous pouvez me poser des questions des petits enfants. Il y en a une qui s'appelle Zoé. Zoé, elle a 6 ans. Elle aime la cuisine. Ma fille Catherine m'a envoyé une photo juste avant que j'arrive ici. Là. Elle a les 2 mains dedans. Et puis, elle a une face, là. Les 2 autres, c'est des garçons. Je dis, eux, ils vont pas virer cuisinier. Là. De toute façon, avec ce qu'ils aiment, ils vont pas virer cuisinier. Mais la fille, là, elle a quelque chose là-dedans. C'est comme si j'étais fier d'elle, là. J'ai dit, un jour, là, elle va taper dedans. En plus, c'est une artiste. Elle est toujours en train de dessiner. On dessine ensemble. On fait plein d'affaires. On fait des essais. J'arrive pour les garder des fois. Alors, bien sûr, je cuisine. Je dis à ma fille, OK, je suis le cook, là, OK, je m'en occupe de la bouffe, moi, OK. Tout de suite, elle arrive, elle pousse le banc, elle monte sur le banc, elle a déjà le couteau dans la main, OK. Qu'est-ce qu'on fait quoi, grand-papa, aujourd'hui, OK. Qu'est-ce qu'on mange? Alors, il y a des recettes fétiches. Ratatouille, ça marche toujours. Parce qu'ils pensent au film Ratatouille. Le petit rat, ils adorent ça, OK. Alors, les Wiener Schnitzel, ils ne prononcent pas tout à fait comme il faut, mais le veau pané, ça, ils savent paner, je peux vous dire, OK. On a partout la cuisine, mais ça, c'est un détail après. Les gâteaux, les tartes, ça, c'est fabuleux, hein. La farine, le sucre, là, il faut que je nettoie avant que la mère arrive parce que je me ferai engueuler, mais c'est de voir ces petits-enfants faire ça. Alors, si vous avez des questions, je pourrais aller aussi là-dedans. Ça marche? Les fines herbes, il faut d'abord savoir les couper. Évidemment, on ne les arrache pas, ok? On n'arrive pas en disant, hop, on y va avec une paire de ciseaux, on y va avec un couteau. C'est la chose la plus efficace. Et le premier conseil que je donne quand on cueille quelque chose, c'est le sentir. Pour moi, le nez, si j'ai un pif comme ça, là, c'est que le bon Dieu... Si j'ai un nez comme ça, le bon Dieu, il me l'a donné, je me suis toujours dit, c'est pour l'utiliser. Et je me suis toujours dit que j'ai un nez beaucoup plus efficace qu'un goût efficace. Ça, c'est mon opinion. Il n'y a que moi qui peux en parler, là, mais pour moi, le nez, il me dit tout. Le nez me dit si le roast beef qui est dans le four, il est presque cuit, à l'écouter, à le sentir. Je rentrais dans la cuisine au château Frontenac le matin. Bien sûr, je ne connaissais pas les 20, les 30 banquets ou les menus spéciaux qu'on avait, ou le spécial du jour qu'on avait. Mais je rentrais, puis je savais que le chef saucier, ou le chef entremétier, ou le chef garde-manger, je savais ce qu'il avait mis dans le four. Je savais la sauce qui était en train, juste à sentir, je savais qu'est-ce qui était en train de bouillir sur le fourneau et ce qui était en train de cuire. Et je me dis, les herbes, il faut les sentir. Pour les sentir, vous prenez une herbe. Oh, on a du basilic. Je peux? Ben, c'est trop tard. Vous prenez la feuille comme ça, puis vous la squeezez comme ça entre les doigts, et vous mettez ça sur votre nez. Et là, les odeurs vont se dégager, les effluves de l'air vont se dégager, et vous allez obtenir la délicatesse, la force de l'herbe, ce qu'elle sort. Et en même temps, ben moi c'est ce que ça produit dans ma tête, je vais savoir quoi faire avec. C'est automatique. Souvent les gens ils me disent, comment tu as toutes ces idées avec tes herbes là? Souvent quand je fais mon jogging régulièrement, c'était la seule façon de ne pas mourir dans une cuisine, c'était d'être en forme. Et puis j'avais un grand jardin à côté du château qui s'appelle les Plaines d'Abraham, c'était parfait. C'était bien d'abord pour mes abeilles, elles avaient de la place pour butiner, bien que il y avait les grands-mamans qui avaient leur pot de fleurs à côté du château, pot de fleurs qui étaient devant leur fenêtre, et quand elles me croisaient, elles me disaient « Monsieur Soulard, j'ai vu vos abeilles ce matin dans mes fleurs. »
J'ai dit oui, je comprends. J'aurais mis un nom, vous les avez reconnus. Mais il y avait aussi, bien sûr, j'ai arpenté, et j'arpente encore, les plaines d'Abraham. Et je voyais une herbe qui était sur le bord du chemin, puis tout de suite, ça m'inspirait, qu'est-ce que j'allais en faire, avec quoi ça va aller, le poisson, la viande, la sauce qui va aller avec, l'accompagnement, la décoration. Je revenais en cuisine. Les gens, ils pensent que le cuisinier, il pense à ses nouvelles recettes dans sa cuisine. C'est pas vrai. Au début, je n'osais pas dire ça, ok? Parce que je me disais, les gens, ils vont me dire que je suis fêlé, là, ok? Que ça marche pas. Un cuisinier, ça doit penser dans sa cuisine. Moi, je pensais, quand j'étais sur les plaines d'Abraham, dans ma voiture, des fois, j'allais dire bloqué dans le trafic, ça m'arrivait jamais parce que je commençais trop tôt, il n'y avait pas de trafic, ok? Et puis le soir, je finissais trop tard, il n'y avait plus de trafic. Mais c'était d'imaginer, de sentir, d'avoir cette odeur, je savais ce que j'allais faire avec. Sentez ce que vous faites. Et c'est un peu, je prends toujours l'exemple. Quand vous demandiez à votre mère ou votre grand-mère une recette, souvenez-vous, elle vous disait, ben, tu mets un petit peu de ça, t'en mets un petit peu de ça, tu verses un peu de ça, tu brasses. Oui, mais combien, grand-maman? Ben, tu vois, de même. Mais oui, mais combien? Ça n'a pas d'importance, tu t'en mets. Oui, mais comment ça doit être épais? Ben, ça doit être épais comme ça, à peu près, ok. Puis combien de temps dans le four? À quelle température? Ben, tu ouvres le four, tu mets ta main, tu sens bien que c'est chaud, beaucoup, pas beaucoup, ok. Et puis, quand je sais que c'est cuit, ben, tu sais que c'est cuit quand tu lèves, puis que ça fait telle et telle affaire. Et c'est ça, la cuisine. La cuisine, c'est pas des recettes. La cuisine, c'est pas des proportions. La cuisine, c'est quand vous la sentez, quand vous la ressentez. Le jour où vous sentez cette différence dans votre manière d'exécuter une recette, bien sûr, il y a une exception, la pâtisserie. C'est pour ça que la pâtisserie, ça n'a pas toujours été mon truc. Il faut toujours peser, c'est de la chimie, calculer exactement le nombre de degrés. Mais la cuisine, c'est beaucoup plus de l'art, et ça c'est passionnant. Alors si vous êtes rendu là, continuez. Achetez pas d'huile de cuisine. Vous n'avez pas besoin. Bah, peut-être pour des idées, puis encore. Tant qu'aux autres, essayez de ressentir, avoir... Il y a un mauvais mot là essayez de ressentir le feeling de l'ingrédient que vous utilisez. C'est ça qui est fabuleux. Il faut que je revienne aux herbes, il y a quand même quelques-unes à parler. Okay? Les conserver. Les gens qui me disent je perds des herbes, on les achète en barquette généralement à l'épicerie, puis il y a des gens qui me disent j'en perds. Vous ne pouvez pas perdre d'herbes. Ne me dites pas que quand vous achetez des herbes aujourd'hui pour faire votre sauce, dans les jours qui viennent, vous n'allez pas faire une soupe, vous n'allez pas faire une sauce tomate, ou vous n'allez pas cuire un poisson ou une viande. Avec cette herbe, ça pourra accompagner là. Les herbes, ça finit toujours, après 2-3 jours, vous n'en avez plus parce que vous pouvez toujours les utiliser. Ok, mettons que vous ne les utilisez pas, toutes. On les garde dans un papier humide, c'est la meilleure façon, réfrigérateur. Je ne suis pas pour les congeler comme ça. En général, quand elles sont congelées comme ça, elles sortent, elles sont tout soggy. Mais la façon que je préconise, c'est mélanger vos herbes hachées à l'intérieur de l'huile de canola. On a de l'huile de canola chez nous. Au Québec, on a de l'huile de caméline au Québec, qui est superbe. Évidemment, il y a de l'huile d'olive, mais celle-là, on n'a pas d'olivier chez nous. Alors, elle vient de l'extérieur. Puis on a j'ai lu pas mal d'articles de ce côté-là, on se fait fourrer apparemment avec l'huile d'olive, ok? Avec toute l'huile d'olive qu'ils font, ça se peut pas qu'on ait autant d'olive. Alors, cela dit, vous mélangez vos herbes avec l'huile que vous voulez, vous mettez ça dans le bac à glaçons au congélateur, et puis bien sûr, vous avez juste à sortir les glaçons un par un, et ça se mélange parfaitement avec n'importe quelle sauce, avec n'importe quelle viande, poisson que vous allez utiliser, ou la soupe, et ça c'est la bonne façon. Il y a aussi une vieille conservation, c'est de les mettre avec du sel, mais la dernière, c'est de les faire sécher dans un endroit sec. L'herbe va sécher, puis évidemment, un peu comme tout ce qui va en congélation,
ce qui est séché, utilisé le plus rapidement possible. Je prends toujours l'exemple des herbes qu'on achète à l'épicerie. L'herbe qui est à l'épicerie, elle est là peut-être depuis 6 mois. Elle va être pendant un autre 6 mois chez vous dans le garde-manger. Imaginez, elle ne peut plus avoir de goût, l'herbe, ou si peu. Okay? Donc, essayez, je préconiserais toujours d'utiliser les herbes fraîches. Ça, c'est certain. Non, c'est dans l'autre sens. Ok. La première que je vais vous parler, c'est de l'anis. Il y a souvent une confusion entre les différents anis. À vrai dire, il y a une confusion parce qu'ils ont tous le goût donc de l'anis. Le fenouil, vous connaissez tous le fenouil, la bulbe, qui est aussi appelée anis doux. L'aneth, vous connaissez l'aneth. On fait souvent du saumon mariné à l'aneth, par exemple. On peut mettre ça dans des sauces, dans des vinaigrettes, ça c'est un autre point. Le carvi, qui est aussi appelé anis bâtard, le carvi goûte aussi l'anis. L'anis, c'est le goût de réglisse aussi, pour ceux qui connaissent la réglisse. Le cumin, qui est appelé faux anis, et la badiane, qui est l'anis étoilé, vous savez, cette étoile qu'on peut utiliser dans des sauces, dans des bouillons. Tout ça ont le même point commun. Elles ont le goût d'anis, elles ont le goût de réglisse. Les feuilles sont plus délicates que les graines. Le fruit de l'anis étoilé renferme des graines dures, à saveur forte et poivrée. Ces graines qu'on utilise, évidemment, dans les feuilles sont excellentes cuites ou crues. On les utilise dans les salades, dans les soupes, dans les poissons, les légumes, dans le thé. Vous pouvez faire des infusions avec de l'anis. Et cette infusion peut assaisonner, peut rentrer dans des sauces. Encore une fois, les sauces de poisson, ça fonctionne. On peut les substituer ou les mélanger pour des gâteaux avec de la cannelle, dans des biscuits, dans des muffins, dans des tartes, dans du pain. L'anis fait vraiment le job. Le laurier. Sur le toit du château, j'avais un laurier. Il ne poussait pas beaucoup le laurier. Je faisais même un peu dur le laurier. Mais j'aimais le laurier. Et j'avais dit à mes collègues de travail, j'ai dit, tapez pas dans le laurier de toute façon. Si vous tapez dedans, là, après une semaine, il n'y en aura plus, puis ça ne vaudra pas le coup, ok? Mais, à la fin de chaque automne, je déterrais mon laurier, je le mettais dans un pot, et puis je l'amenais dans mon bureau. Et je lui parlais. Mon psy m'a dit, c'est pas grave que tu lui parles. Par exemple, si tu l'entends répondre, là, tu as un problème. Mais plus sérieusement, d'avoir comment dirais-je, un plan de laurier, ça aurait pu être un plan d'autre chose, mais dans mon bureau, je sais pas, ça, pendant les longs mois d'hiver, je me disais, il y a encore quelque chose de mon jardin dans mon bureau. Et puis, au printemps, quand tout était dégelé, hop, je le remontais. Puis je disais à mes collègues, vous y touchez pas encore, hein, c'est à moi cette affaire, ok? Ça a duré pas mal d'années. J'avais mon laurier qui était dans mon bureau. Évidemment, le laurier du jardin de mon grand-père, là, il était haut, là, plus haut que le plafond. C'était un arbre, ce truc. Il est toujours là, d'ailleurs. Et je me dis, là, il est tellement gros qu'il n'a pas séché le voisin, le laurier. Okay. Il est absolument immense. On utilise, dès que vous enlevez les feuilles du laurier, ça sèche assez rapidement, je dois dire. En une semaine, les feuilles vont sécher. Et on les utilise, vous savez ça, dans les terrines, dans les marinades, dans les pâtés, dans les plats mijotés. Et bien sûr, le laurier fait partie de ce qu'on appelle le bouquet garni, avec le thym, avec le céleri, le persil. Le laurier, donc, une pièce maîtresse. Marjolaine origan. La marjolaine, c'est comme la menthe. Quand ça part, cette affaire-là, il y en a partout. Et la marjolaine que j'avais dans le jardin, il y en avait tellement partout qu'il y avait un muret comme... Je ne vous ai pas dit, mais pour rentrer dans le jardin, il fallait passer par une fenêtre. Et j'ai toujours refusé. J'ai eu un de mes boss qui m'a dit, chef, on va mettre une porte. J'ai dit, non, on ne va pas mettre de porte. Je ne veux pas que ça devienne les Champs-Élysées ou la Grande Allée, cette affaire-là, ok? Il faut que ça reste quelque chose de... Il faut un effort pour aller dans le jardin. Si c'est trop facile, ça ne vaut pas le coup. D'ailleurs, ça m'a joué un tour, ce truc-là. Un jour, il y a Radio-Canada qui arrive,
y a un caméraman qui avait une caméra qui pesait 10 fois celle-là qui est là, et le gars, il arrive, je passe par-dessus ma fenêtre, je lui tends la main. Il faut dire que le gars, il se portait très très bien. Okay? Je lui tends la main pour lui donner un coup de main à passer la fenêtre. Ce qui s'est passé, c'est moi qui est arrivé de l'autre côté. Okay? Il y avait un muret tout autour du jardin qui n'était pas tout à fait sécuritaire. Mais comme il y avait que moi et mes collègues qui venaient là c'était correct. Okay? Parce qu'il y avait quand même un vide de l'autre côté. Okay? Et personne n'a passé par-dessus. Et la fameuse marjolaine poussait tellement que ça tombait sur les fenêtres des clients. Moi, je trouvais ça joli. Surtout qu'il y en avait tellement que ça faisait une petite fleur bleue, jaune, blanche. Et ces fleurs-là faisaient vraiment des belles décorations sur les plats. Et ça, je trouvais ça très, très, très beau. Donc, la marjolaine est sauvage et communément donc appelée origan. Elle est vivace et sur le toit du château, comme je vous disais, elle était aussi impressionnante que la menthe. Et je vous disais que jamais utilisé donc les petites fleurs. C'est une herbe qu'on trouve principalement dans les herbes de Provence. La marjolaine, elle est plus douce que l'origan. Ma grand-mère parlait toujours de marjolaine, elle ne parlait jamais d'origan. Mais on comprend là. Et bien sûr, partout vous avez j'allais dire de la tomate, vous pouvez y aller avec la marjolaine. À vrai dire, partout, la marjolaine, l'origan, le basilic sont des herbes qui vont bien avec, j'allais dire, avec du soleil. Okay? Et dans les légumes, les soupes, les volailles, la viande, les fruits de mer. À vrai dire, la marjolaine est une herbe qui va vous donner du goût sans être trop agressive. On va voir, contrairement par exemple au laurier, si vous abusez du laurier, c'est catastrophique, là, on fait attention. Mais c'est une herbe que vous pouvez mettre dans pas mal de choses. À l'estragon. J'avais une variété d'estragon sur le doigt. Une année c'était bon, l'autre année c'était pourri. Elle ne donnait pas de goût. C'était la variété que j'avais. Et quand vous allez acheter des herbes chez un horticulteur, j'imagine il y a un magasin ici, ça il peut vous le dire. Mais j'ai jamais voulu changer trop cet estragon, ça me convenait tout à fait finalement. Et puis je me disais c'est celui que j'ai. Et c'était bien correct. Et il est nommé parfois petit dragon. C'est une herbe qui dans la cuisine française occupe beaucoup de place. Et il existe une variété dite de Russie qui est plus piquante que l'autre. Et bien sûr, elle est une incontournable dans les classiques, dont la sauce béarnaise. La sauce béarnaise, c'est une sauce hollandaise à l'intérieur de laquelle on met une réduction d'échalotes, de vinaigre et d'estragon. Okay? Et ça fait une sauce comme il y a dans le pot ici. On l'associe aussi avec du poisson, des marinades, des cornichons. Quand vous prenez vos concombres, vos petits concombres, prenez de l'estragon à l'intérieur, c'est excellent. Ça fait 2 fois que vous l'écoutez, mon speech, là. Vous n'êtes pas tanné? Je ne fais pas de faute? Non? Ok. Vous pouvez me reprendre? Et aussi des vinaigrettes. La sauge. Une centaine de variétés de sauge. La sauge, beaucoup plus corsée, beaucoup plus camphrée. Si c'est une herbe où vous ne pouvez pas abuser, c'est la sauge. Si vous en mettez trop, vous allez recouvrir tout ce que vous avez. Et la sauge, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé en Suisse italienne et on faisait ce qu'on appelle, en Italie, ils font ça, le saltimbocca, qui est une escalope de veau très très fine sur laquelle on mettait une tranche de prosciutto et on accrochait une feuille de sauge. Et on cuisait ça très rapidement. La sauge se répandait, le goût, la saveur de la sauge se répandait sur la tranche de veau. Le prosciutto, évidemment, avec son fumé et son salé, faisait la job aussi. Et avec une sauce tomate à côté, c'est un grand classique de la cuisine italienne. Bien sûr, on met ça aussi avec de la volaille, de la charcuterie, des mijotés, saucisses, les rôtis de porc. Encore une fois, c'est un arôme qui est très très robuste. Et allez-y doucement quand vous utilisez ça. Le basilic. On est d'accord, qui n'aime pas le basilic? On peut en mettre, c'est bon. On peut en faire plein d'affaires. J'en avais 3 sortes sur le toit du château.
le vert, le pourpre et le citronné, mais il en existe une soixantaine de variétés. Et ça, et on a l'impression que des fois, là, vous n'en sortez pas tellement il y a de variétés. Mais évidemment, si vous avez un jardin, le basilic, il doit prôner. Là. Enfin, ça, c'est une question de goût. Mais encore une fois, on peut mettre le basilic. Le basilic a un goût assez particulier. Il embaume. J'utilisais le mot soleil tout à l'heure. Il rend vos plats ensoleillés. Puis de ce côté-là, c'est le fun. On le retrouve dans toutes les cuisines méditerranéennes. J'ai travaillé aussi en Thaïlande et ils l'utilisent pas mal. Et on le retrouve entre autres dans le pesto. Quand ma fille était petite, je faisais 2 pestos à la maison. Le pesto classique avec le basilic, le pignon de pain, le parmesan, l'huile d'olive, un peu d'ail. Et puis il y avait un pesto que je faisais à base de tomates séchées, okay, qui était à peu près les mêmes bases. Et puis les enfants, ils adorent toujours les pâtes. Alors des fois, maman, papa arrivaient un peu tard, la Catherine était un peu plus grande, elle se faisait cuire des spaghettis, elle cherchait une cuillère de pesto là-dedans, elle changeait de couleur de temps en temps, un coup la tomate séchée, un coup la basilic. Et c'était le bonheur. Okay? C'est drôle parce qu'aujourd'hui, elle fait encore ça. Je rentre dans son réfrigérateur, là, puis je souris, je ne me dis pas parce qu'elle me dira, ben non, c'est bonne idée, mais je vois ça. Okay? Et ces enfants, les petits-enfants, ils font la même chose, c'est adorable, c'est absolument adorable. Vous m'arrêtez hein, si vous êtes tanné que je parle des petits-enfants. Dans 2 minutes, la pause. Vous m'avez dit qu'il y avait une pause. Mais ils vont s'ennuyer, ces gens-là. Ok, je vais finir le basilic, d'accord? Le basilic, finalement, vous le travaillez avec de l'huile, avec du citron. Vous allez jamais vous tromper. On évite le vinaigre et d'autres herbes. Le basilic se suffit à lui-même, quelque part. Il y a des herbes que vous pouvez associer des fois. Mais le basilic, allez pas mettre du coriandre, allez pas mettre de l'estragon avec du basilic. Le basilic, quelque part, c'est le roi. Il règne sur son truc, il assaisonne comme il faut, et puis il n'a rien besoin de l'eau. Évidemment, tout ce qui est méditerranéen, c'est parfait, mais la volaille, la charcuterie, les mijotés, les saucisses, je ne redis pas, mais la liste pourrait être très longue. Et parcimonieusement, il y a une chose que j'aurais dû dire dès le début, c'est que l'herbe fraîche, majoritairement, surtout les herbes feuilles comme le basilic, l'estragon, vous mettez ça à la dernière minute. C'est là qu'ils vont donner les meilleures saveurs. Il y a des exceptions. On a parlé tout à l'heure du laurier, on va parler du thym par exemple, où ces herbes-là, vous pouvez les mettre à l'avance, parce qu'elles vont souvent dans des mijotés, dans des cuissons qui sont plus longues, mais des herbes comme celle-ci, comme l'estragon, comme on verra le cerfeuil, on en verra plein d'autres, vous les mettez à la dernière minute dans votre sauce, dans votre vinaigrette, dans l'ingrédient que vous allez assaisonner, c'est là qu'ils vont vous donner les meilleurs parfums, les meilleurs goûts. C'est correct? Et c'est correct maintenant. Ma grand-mère, elle appelait ça du serpolet. Alors, le serpolet, c'est la variété sauvage. Et le serpolet, c'est ce qu'il y avait dans le jardin du grand-père. C'est une herbe, évidemment, qui arrive de la région méditerranéenne. Il en existe environ 60 espèces. Il y a donc le thé commun, le serpolet, et le thym citronné font partie des 3 espèces sur les 60. Évidemment, on va retrouver le thym dans pas mal d'affaires, dans les haricots. On peut mettre ça dans les farces. Il y a des messieurs ici, c'est eux les champions du barbecue. Si vous voulez parfumer, vous pouvez mettre du pot, mais vous pouvez mettre aussi du thym. Il y en a un dernièrement qui m'a dit, là je suis en train d'écrire. Là, je suis en train d'écrire un 10e livre, et puis c'est mes voisins, on était en train de manger du crabe ensemble, et puis il me dit, après ce bouquin-là, il faudrait que tu fasses un livre sur le pot, ça va devenir, on va en avoir partout l'an prochain. Puis il y en a qui en avaient en haut du château. Vous savez quoi, c'est déjà arrivé. Puis
Je me suis réveillé en pleine nuit en sueur. J'avais fait un rêve d'enfer. Il y avait des policiers dans mon jardin. Je me suis levé, il faisait encore nuit, je suis arrivé sur le toit, j'ai tout arraché, ok, c'était pas terrible. Ça reste entre nous, ok. Mais mes voisins, ils m'ont dit, ton prochain bouquin, il faut le faire avec du pot. J'ai dit, j'ai jamais tiré un joint de ma vie, ok, j'ai jamais sucé un pétard, là, ok. Il dit, on va te donner un coup de main, qui me dit comme ça. Puis je dis comme ça, mais vous imaginez, je vais écrire un livre aux potes, puis je vais écrire Jean Soulard, je peux pas, c'est pas crédible cette affaire-là. Ouais, ben vous savez quoi, il me dit, on va te trouver un pseudonyme. Ils ont trouvé un pseudonyme. Ils m'ont appelé Potelard. Alors si un jour il y a un livre avec des recettes de potes, qui s'appelle Potelard, et savoir d'où ça vient. Mais je disais quelque chose de plus sérieux. Où j'étais? Hein? J'étais avec le tas. J'étais avec le barbecue des hommes. Ouais, on a des hommes ici, ok? C'est les champions du barbecue. Mettez un bouquet de pain dans la flamme, là, que ce soit du charcoal ou du gaz, là. Ça va donner une arôme, ça va donner une odeur. En même temps, là, juste un conseil, messieurs. Arrêtez de piquer la viande quand vous la cuisez, là. Tout le jus, il sort, c'est pas drôle. Puis, coupez-la pas pour savoir où est rendue la cuisson. Touchez la viande pour voir où est rendue l'élasticité. Et plus une viande est cuite, moins elle a d'élasticité, moins elle est cuite, moins elle est cuite, plus elle a de l'élasticité. Alors, juste pour dire que dans le barbecue, c'est sympathique. C'est sympathique avec le gigot d'agneau. Dans un courbouillon, c'est indispensable, évidemment. Et aussi, mesdames, vous savez qu'on fait des cosmétiques avec du thym. Ça sent bon? Oh, chérie, tu sens le thym ce soir. Je ne sais pas ce que ça donne, ça. Je ne sais pas, c'est peut-être aphrodisiaque, mais je n'ai pas essayé. La menthe. Tout à l'heure, je parlais de la marjolaine qui était où il y en a qui est très envahissante. La menthe en est une, comme je disais. Il existe 25 espèces de saveurs plus ou moins prononcées. On connaît la menthe poivrée principalement, qu'on aime et qu'on n'aime pas, parce que vous ne pouvez pas mettre de la menthe poivrée dans tout finalement. Ça peut être agressif. La menthe verte, qui est appelée la menthe douce, c'est celle qu'on utilise le plus souvent dans des soupes froides, dans des légumes. Évidemment, dans les plats du Maghreb, un taboulé sans menthe, ça ne s'appelle pas un taboulé, évidemment, et vous la trouvez beaucoup dans les cuisines ethniques. Et essayez dans les soupes, c'est vraiment sympathique, la menthe, mais beaucoup dans les desserts, et à la fin toujours, la menthe, ça fonctionne à la fin. Ça c'est mon préféré, le persil. Vous avez un souvenir, il y a pas mal de décennies, toutes les assiettes sortaient avec une décoration. C'était un petit bouquet de persil. Généralement, les gens prenaient leur fourchette ou leur couteau et tassaient cette affaire. J'ai toujours trouvé que le persil, il mérite mieux que de se faire tasser. Mais c'était la décoration. Aujourd'hui, les chefs, ils ont un peu plus d'imagination, puis ils n'ont pas besoin d'un bouquet de persil pour faire une belle assiette et faire une belle décoration. Et tant mieux. Mais le persil est quelque chose où on peut faire des sauces, des coulis qui sont extraordinaires. Okay? D'abord, on va en trouver 3 espèces principales. Le persil plat, qu'on appelle aussi du persil italien, qui est très parfumé, moins amer que le persil frisé, qui rappelle parfois un peu de céleri. Le persil frisé qu'on connaît, c'est celui avec lequel on faisait des décorations, et celui qu'on connaît le moins, qui est aussi intéressant, qui est la bulbe, qui est la racine, qui ressemble à salsifis scorsonère, mais moi je dirais ici au pané par exemple, qui est peut-être un peu moins gros sur la partie du haut, mais c'est une racine. On le connaît assez moins et on le trouve très 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 peu. Mais ça reste un ingrédient qui est superbe comme légume d'hiver, au même titre, comme je le disais, que le pané ou la carotte ou topinambour, oui un petit peu. Et donc le persil, je disais qu'on pouvait l'utiliser dans des coulis. Vous prenez du persil, vous pouvez les jumeler avec des épinards ou du cresson ou de l'oseille si vous voulez.
vous les cuisez très rapidement dans un bouillon. Si vous le faites avec, par exemple, du poulet, mettez un bouillon de poulet. Sinon, vous avez un bouillon de légumes, c'est selon. Vous les ébouillantez très très rapidement à l'intérieur de ce bouillon-là. Vous prenez votre pied mélangeur, vous broyez tout ça, ça fait des sauces qui sont vraiment impeccables. Évidemment, vous pouvez mettre un morceau de beurre, mais oui, vous pouvez mettre la crème 35%, c'est délicieux. Ça améliorera le quotidien, je vous assure, du sel, du poivre, un filet de citron là-dedans, et vous avez une sauce qui est superbe. Et le persil, il mérite mieux qu'une décoration, comme je le disais tout à l'heure, et son utilisation est vraiment illimitée. Le cerfeuil. Le cerfeuil, c'est originaire de Russie, et il ressemble un peu au persil frisé, mais il est beaucoup plus délicat. Et s'il y a une herbe que vous devez vraiment utiliser à la dernière seconde, à cause de sa délicatesse, mais aussi à cause de sa saveur, qui est vraiment douce et qui est superbe si elle est bien utilisée. Dans un potage, par exemple, c'est quelque chose de bien, de chaud ou froid, vous mettez ça sur le potage, les potages de légumes, le cerfeuil va vous faire un travail superbe. Sur une sauce de poisson à la dernière seconde, ça fait aussi. Essayez pas de mettre ça avec des viandes qui sont trop fortes, avec des sauces qui sont trop costauds, le cerfeuil va disparaître. C'est vraiment un goût très très délicat, on le connaît assez peu, on en trouve pendant l'hiver dans nos épiceries sans trop de problèmes, mais encore une fois, si vous ne l'utilisez pas à la dernière seconde, ça ne sera pas terrible. Le romarin. Le romarin, un peu comme l'estragon, des saveurs qui sont très fortes. J'ai un flash avec l'estragon. J'ai travaillé dans un très grand restaurant en Europe, je crois que c'était à Londres, et il faisait un poulet avec l'estragon. Il prenait une cocotte. Vous savez, vos cocottes en fond, celles qui sont très lourdes. Oui, le creuset, mais il en existe beaucoup. Mais elle est bonne, celle-là. La cocotte de votre grand-mère, ou votre mère, ou la vôtre, finalement, mais celle que vous avez héritée. Et un bon poulet là-dedans. Vous mettez un beau bouquet d'estragon. Vous mettez un peu de crème 35, du sel, du poivre. Vous mettez ça dans le four. Vous laissez cuire, bien cuire, 1 heure, dépendamment de la grosseur du poulet. Vous retirez le poulet, vous réduisez la sauce. C'est du bonheur. Il y a seulement ça à faire. Sel, poivre, évidemment. Ça, c'est du bonheur. Je ne sais pas pourquoi je suis revenu avec parce que je vous ai donné une petite recette, ce qui est déjà une bonne affaire. Okay? Le romarin, c'est ça pourquoi j'ai parlé de l'estragon, ça a la même force qu'en frais. Dans la cuisine, vous allez utiliser pour des sauces de viande, par exemple, des marinades. Encore une fois, les plats mijotés vont vous donner, allez-y doucement, c'est aussi un peu comme la sauge, des herbes qui sont très fortes. Ça fait partie des herbes de Provence. Les mijotés, ça fonctionne. Les volailles, les brochettes, ça fonctionne. Ça, c'est excellent. Pour la marinade? Pour la marinade. Vous savez ce que la tige du romarin est assez dure. Vous enfilez les morceaux de viande à l'intérieur de la tige et vous posez ça sur votre barbecue, c'est absolument extraordinaire. La tige, bien sûr, vous laissez aussi un peu de feuilles, à vrai dire, c'est pas des feuilles, là, c'est des gouttes, là, mais ça va donner un goût qui est très 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 bon. Ouais. Ah, la mélisse. Je vous ai raconté mes histoires des abeilles, ok? La mélisse, on l'appelle aussi feuille à abeille. Et si j'avais su cette affaire-là, peut-être que l'essaimage que j'ai eu sur le toit du château se serait passé différemment. Un jour, je monte sur le toit, fin d'après-midi, j'ouvre la fenêtre, il y avait un arbuste au milieu du jardin. Je l'avais gardé parce qu'il était beau. J'ai dit, tiens, ça va être beau au milieu du jardin. Et qu'est-ce que je vois au milieu de l'arbuste en question? La ruche au complet. Une ruche au complet, au milieu de là. Là, je regarde ça, là, puis j'ouvre la bouche, puis il n'y a aucun son qui sort, en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une des ruches a foutu le camp. Elle a essaimé. C'est comme ça que ça s'appelle. Je redescends dans mon bureau, j'appelle Marc, je dis, Marc, il y a une ruche.
Elle est dans l'arbuste. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, bouge pas, j'arrive. Je remonte sur le toit. Et là, au moment où je remonte, la ruche, là j'ai compris après. Ce qui se passe, c'est que la ruche décide que la reine, elle ne fait pas la job. Alors, ils créent une autre reine. Ils font une cellule royale et ils décident que cette abeille qui va naître va être la prochaine reine. Et ils la nourrissent, donc, à la gelée royale et tout ça, et elle grandit. Et bien sûr, on se retrouve avec deux reines. Les abeilles décident alors qu'ils vont quitter cette ruche avec la nouvelle reine. Et ils vont laisser la vieille reine avec les mâles. On sait que les mâles, ça fait rien. Ça s'occupe de la reine, puis ça bouffe. Et puis, la reine au complet, la ruche au complet se vide. Et la première chose qu'elles font, la ruche en question, quand elles partent de la ruche, elles vont très très proche, elles vont trouver un coin très proche de où se trouve cette ruche qu'elles viennent de quitter. Des éclaireurs partent, ou des éclaireuses partent, pour faire le tour du quartier et décider où vraiment la ruche va pouvoir s'installer pour toujours. Et moi, j'ai assisté, bien sûr, à cette affaire-là. Les éclaireuses reviennent, elles se jasent un coup, et là, la ruche débarque. Et là, je suis au 4e étage du château. Et c'est comme un tourbillon qui se met en branle. Vous avez 75 000 abeilles qui se met à tourner, comme un ouragan. 6e étage, 8e étage, 10, 12, 14, 16, 18. Puis je regardais ça, et dans la seconde, plaf, plus rien. Je ne savais plus quoi faire. Marc est arrivé, elle me dit, elles sont où? J'ai dit, elles ont passé toute la tour là-bas. Elles sont plus là. Alors calmement, il me dit, on va attendre une demi-heure. Ah, j'ai dit, oui, pourquoi? Ben, on va écouter si les pompiers ou la police est de tour. Parce qu'ils auront peut-être besoin de la grande échelle, ok? Parce qu'on est au milieu de la ville, ok? Plus au milieu de la ville que le château Frontenac. J'ai jamais raconté cette histoire quand ça s'est passé. Parce que je transpirais, j'ai dit, là c'est le cas de mon boss, il va me faire la fête, là, ok? Et finalement, les pompiers ne sont pas arrivés, la ruche, elle a disparu, et puis on avait perdu la ruche. Et si j'avais su, et si j'avais connu ce truc de vieux apiculteur qui veut qu'on frotte les ruches avec de la mélisse pour empêcher les ruches d'essaimer, ben peut-être que ça ne serait pas arrivé. Enfin bon, elle est connue aussi sous le nom de baume de mélisse ou citronnelle. Il faut comprendre qu'on parle de la feuille, on ne parle pas de la tige qu'on trouve aussi dans le commerce, qui est de la citronnelle, mais qui va vous donner les mêmes goûts. Elle accompagne particulièrement tout ce qui est acre, amer. Bien sûr, vous allez les trouver dans les currys indiens, vous allez trouver de la mélisse. Ça ce goût citronné que vous avez un peu partout. Les soupes, les sauces, les omelettes, le riz. Vous allez trouver ça aussi dans les pâtisseries. On va utiliser de la mélisse soit sous forme d'infusion. Vous allez pouvoir ajouter ça dans vos gâteaux, dans vos tartes, dans vos biscuits. Ça fait vraiment la job. Et puis, il faut que je vous raconte cette histoire-là. Un jour, je décide d'aller m'enfermer dans un monastère avec des moines. Le but de m'enfermer avec les moines, c'était de comprendre pourquoi, dans la majorité des monastères, les moines avaient inventé ou avaient fait tellement de produits qui étaient succulents. On peut parler ici au Québec, Saint-Benoît-du-Lac, on peut parler d'Oka. Eux, ils ont fait du fromage. Près de Charlevoix, il y en a un qui fait des pâtes de fruits, une petite congrégation, ils sont une dizaine de moines là-dedans, ils font des pâtes de fruits. En Europe, il y a des monastères vraiment très très gros qui produisent des trucs assez incroyables. Alors, je suis allé voir ma mère, puis en même temps, j'ai passé pas une semaine, mais 4-5 jours avec les moines pour comprendre comment on arrive là. Puis j'ai compris aussi pourquoi ils se portaient bien, les moines, ok? Ils bouffent, mais ils bouffent, puis ils boivent aussi. Les alcools comme la bénédictine,
comme la chartreuse, sont des alcools qui ont été créés, qui ont été faits par des moines et qui sont, dans les recettes, on trouve encore de la chartreuse et de la bénédictine en Europe, on retrouve ça aussi ici. Ça a été vraiment, je suis sorti de là, j'avais plein de recettes dans ma tête, juste aller voir travailler. La première journée, j'ai fait les 8 messes, là. La deuxième journée, je dis on va en faire 2. La troisième journée, je suis allé dans le jardin, puis le soleil était là, je dis le bon Dieu est là pareil, là, ok. Bon, le but, c'était pas faire toutes les messes de 6h le matin, 9h le soir, mais c'était vraiment de comprendre la congrégation, comment ils grandissent à travers les produits alimentaires. Et ça a vraiment été assez bénéfique. Tout ça pour parler de la mélisse, parce que la mélisse, on la retrouve dans la bénédictine et la chartreuse. La sarriette, aussi, on la retrouve, elle est d'origine méditerranéenne, et elle rappelle à la fois la menthe, le thym. Vous allez la mettre aussi un peu comme le thym d'ailleurs dans les légumineuses, les gibiers, les plats mijotés, ça va très bien, les vinaigrettes, ça fonctionne aussi. La coriandre. Si je demandais à vous tous ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas la coriandre, il y aurait une partie très distincte de ceux qui détestent et ceux qui aiment. Et je me suis fait expliquer que c'est dans notre ADN. Il y a eu des chercheurs qui sont penchés. Il faut dire que les chercheurs, des fois, ils se penchent sur des affaires. Là, je dis, ouais, eux, ils ont tiré un joint avant de faire ça. Là, okay. Mais je me dis, ils ont cherché pourquoi la coriandre. Et l'ADN que nous avons accepte ou n'accepte pas la coriandre. Et c'est très distinct. On pourrait l'aimer un peu, ou la détester un peu, ou l'aimer beaucoup. Non, c'est j'aime ou j'aime pas. Et la coriandre fait partie de ces herbes-là. Elle ressemble au point de vue feuillage au persil, mais pour ceux qui aiment la coriandre, c'est un goût très très distinct. On la retrouve surtout dans des... si vous allez en Thaïlande, vous allez en trouver en Asie, particulièrement partout. J'aime bien faire des sandwichs. Je disais, vous savez ce que je fais? Des fois, je m'en vais en haut du massif faire du ski, je fais du snow, puis je me fais 2 sandwichs. Puis un bon pain de mon chum Éric Borderon, qui fait un bon pain au levain qui est superbe, du beurre, un bon jambon de mon chum qui fait les viandes bio de Charlevoix, en général du jambon cru, du fromage de l'autre chum à côté qui fait du vigneron, la coriandre, ok. Je fais un sandwich. Ah oui, puis je mets aussi de la roquette, une salade, mais qui a du goût. La roquette, elle fait la job avec ça. Okay? Et je me fais un sandwich là-dessus. Là. Quant à ce qui est 2-3 heures, puis tu t'installes avec ce sandwich-là, tout le monde veut me le voler, mon sandwich. Le dernier coup, là, j'en avais fait 3 parce que je me suis dit, je vais avoir très faim. Je m'assois sur le banc dehors, c'était le ski de printemps. Je commence mon premier sandwich. Là, il y en avait 5 autres, j'étais tout seul. Il y en avait 5 autres qui étaient sur la même table. Puis ils me voient bouffer mon premier sandwich, mon deuxième sandwich. Je me suis senti tellement mal que je leur ai donné mon 3e sandwich. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? On est là la semaine prochaine, vous faites la même chose. Alors vous savez quoi? J'ai fait la même chose. J'en en ai fait un chacun quand même. Ils avaient amené du vin avec ça, alors c'était correct, je pouvais leur donner un sandwich. Non, mais tant qu'à faire, hein, on peut faire du ski et avoir du fun à côté. Hein. Tout ça pour parler de la coriandre, dans les fruits de mer, les poissons, la charcuterie, les chutneys, c'est intéressant. Ce qu'on oublie aussi, c'est que ça fait du très bon travail dans les desserts. J'ai fait à un moment une crème glacée au safran, avec une vinaigrette à la coriandre sur des fruits frais. Alors, des fruits frais coupés très très fins, comme un carpaccio, une vinaigrette coriandre par-dessus, et puis une crème glacée au safran. Le mariage du safran et de la coriandre, ça peut paraître bizarre, parce qu'on parle d'ingrédients, on parle d'épices qu'on trouve, bien sûr, presque toujours, même toujours à l'intérieur de plats principaux, de la viande, du poisson. Mais ça, c'était un mariage qui était vraiment super. Il existe des sorbetières pour faire des crèmes glacées maison. Il y a juste à faire une crème anglaise que vous parfumez avec du safran, avec du chocolat, avec de la vanille, avec de la chartreuse si vous voulez, ok. Et
le reste, après, avec la coriandre, la vinaigrette de coriandre. La vinaigrette, je ne mets pas de citron, je mets pas de vinaigre, je vais mettre du jus de citron. Coriandre, jus de citron, une très très bonne huile d'olive, la première pression. C'est tout. Pas de sel, pas de poivre, et avec la crème glacée au safran, et parlant de safran, vous savez qu'on a du safran au Québec, ça c'est plutôt rare, parce que c'est une herbe qu'on trouve en Inde, au Cachemire, dans des endroits comme ça. C'est une variété de crocus qui font en sorte qu'on utilise les stigmates, et la stigmate, c'est donc le safran en question. Et il faut environ 100 000 fleurs pour obtenir 500 grammes de safran. 100 000 fleurs. Et le prix du gramme est environ du gramme. Un gramme qui est dans un once, il y a 28 grammes. 60 $. C'est de l'or, on l'appelle l'or jaune, et pour ça. Alors évidemment, quand vous utilisez le safran, vous pouvez compter les pistils, les stigmates. Okay? On fait sécher donc ces stigmates, ça ne prend pas beaucoup de temps, et puis on vous vend ça dans des minuscules pots. Vous allez trouver du safran dans les commerces, dans les épiceries, où vous allez, c'est des affaires de 1 once généralement, à 10 ou 15 $, ok? Soyez assurés que ce n'est pas du vrai safran, ok? Qui produit du safran, tout à fait. Et la personne que j'allais vous parler, c'est Nathalie Deneau, qui vient de Saint-Élie-de-Claxton, qui est maintenant installée à Notre-Dame-de-Montauban. Et étrangement, j'étais à Notre-Dame-de-Montauban samedi dernier. Et elle a été la première, Nathalie, à faire du safran, à planter du safran il y a 5-6 ans. Elle est tombée en amour, son chum lui a acheté un bout de terrain, et puis elle a commencé à planter ses premiers crocus et à faire le premier safran au Québec, et je dois dire même au Canada. Et je suis reparti avec 1 gramme. Il m'en reste encore quelques. Je suis fier de dire c'est du safran du Québec. Okay. Ça, je me le suis gardé chez moi parce qu'au château, il me l'aurait bouffé dans la journée. Là. Une question de safran, je m'excuse. Est-ce que vous l'infusez avant de l'incorporer dans un... C'est exactement ça, j'aurais pu le dire. Si vous utilisez le safran pour avoir le maximum de saveur, vous devez l'infuser. Selon ce que vous faites, vous pouvez l'infuser. Si vous faites dans le poisson, vous allez l'infuser dans du fumé de poisson. Si vous faites une crème anglaise, vous allez l'infuser dans le lait. Dans une vinaigrette, vous allez tiédir légèrement votre huile, par exemple, et vous allez l'infuser dedans. Admettons un riz basmati. Vous allez, dans le riz basmati, vous allez le mettre dans le bouillon. Vous avez le bouillon que vous allez utiliser pour cuire votre riz, vous allez l'infuser là-dedans. OK, on ne met pas ça dans le riz. Non, vous mettez pas, vous pouvez mettre la stigmate, mais le pistil dans le riz. Mais ce qui est important, c'est que ça infuse pour aller chercher le maximum de goût. C'est ça qui est important avec cet ingrédient-là. De mettre le pistil comme ça, on trouve le safran dans la paella, par exemple. Vous allez mettre ça dans le bouillon de la paella, et puis après, vous allez mettre le riz par-dessus, ok? C'est la manière de procéder. Il y a un autre... Oui. Oui, c'est des bulbes. C'est des bulbes, tout à fait. Et puis, quand le crocus ouvre, là, vous n'avez pas beaucoup de temps, là. Dans la journée, vous devez aller chercher des pistils. Vous avez 2 ou 3 pistils par crocus. Puis ça, c'est du travail de la mitaine, là. Vous êtes à genoux, là, à ras-bord de la terre, et puis, avec les mains fines, vous allez chercher les pistils. C'est absolument fabuleux. Moi, j'étais émerveillé de voir ça. Puis, sans rire, là, ça ne s'invente pas. Saint-Élie-de-Claxton. Je veux dire, ils sont flyés là-bas, ok? Comment il s'appelle? Fred Pellerin, merci. Je veux dire qu'ils ont tous tombé dans la soupe là-bas, ok? Son produit maintenant à Notre-Dame-de-Montauban s'appelle toujours d'ailleurs Pur Safran. Allez sur Internet, vous allez avoir l'information, assurément. Mais la ciboulette, j'ai une relation, oui? Qu'est-ce que ça goûte, le safran, comparatif? Qu'est-ce que ça goûte, le safran? Comparatif, il n'y a rien pour goûter quelque chose comme le safran.
C'est comme de me demander qu'est-ce que goûte le foie gras. C'est très parfumé, très très parfumé. Si vous avez, j'allais dire de la cuisine indienne, mais pas dans sa force, dans sa délicatesse, dans sa nuance. Vous avez déjà mangé de la paella. Une vraie paella, vous allez trouver du vrai safran à l'intérieur. Je ne dis pas au Québec, là, mais si vous allez dans des endroits sérieux, en Espagne, dans le Pays Basque, où se fait la paella, allez pas dans un truc à touristes, okay, parce qu'assurément, c'est pas du vrai safran. Mais achetez-en 3 brins un jour, puis vous allez pouvoir sentir. Faites-le infuser, puis sentez ça. Je vais dire, buvez-le. C'est une façon de savoir qu'est-ce que ça coûte. J'ai une relation spéciale avec la ciboulette, et vous savez pourquoi. Ça a été le premier bouquet de ciboulette que j'ai planté dans le jardin du château, et qui a fait en sorte que le jardin du château est né, et c'est avec ça. La ciboulette, donc, ça fait partie des oignons. Et il existe donc la ciboulette chinoise, qui a une saveur beaucoup plus prononcée que la ciboulette cultivée en Occident. On met ça dans les vinaigrettes, les mayonnaises. Vous savez ce qu'on fait avec la ciboulette. Et ça, vous savez ça. Alors, un jour, on m'a posé la question stevia. Et vous ne nous avez pas parlé de la stevia. Alors, j'ai rajouté la stevia. Vous connaissez la stevia parce que c'est... Il en existe 240 espèces et sa faible teneur en glucides en fait un ingrédient alimentaire extraordinaire comme substitut à la saccharose. Alors quand vous avez le mot diète écrit sur une canne de Coca-Cola, de Pepsi-Cola ou de, je sais pas, 7-Up, là, c'est de la stevia, cette feuille-là, qui a été utilisée. Mais j'ai toujours pour dire que si vous avez à utiliser un aliment, utilisez le vrai. Et puis vous n'en bouffez pas tous les jours. Là, je ne parle pas du Coca-Cola, ok? Mais si la recette dit de la crème 35%, là, mettez de la crème 35%. Vous ne bouffez pas de la crème 35% tous les jours, ok? Mais utilisez, en plus, si vous connaissez un fermier qui fait sa propre crème, vous ne le dites pas à la MAPAC, puis vous allez chercher la crème qui est là-bas, ok? Si ça prend un morceau de beurre, prenez un morceau de beurre. Je veux dire, la nourriture, ça doit être vrai. Et pour que ça soit vrai, si ça prend des vraies affaires, vous ne mettez pas que la moitié des affaires. Et puis vous allez faire votre marche autour du Quai Sibylle, vous allez un peu dans la montagne en arrière, et puis la crème, elle va avoir passé. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Il y a une chose qui est claire au moins. Je vous ai parlé un peu de fleurs avec la Marjolaine. J'aime les fleurs. J'aime beaucoup les fleurs. Et puis ça, j'ai grandi avec des femmes. C'était un monde de femmes. Ma mère, ma grand-mère, ma tante, elle s'appelait toute Marie, mais c'était des germaines, ok? C'était toutes des germaines. Et les seules chicanes, si je peux appeler ça des chicanes, parce que ma grand-mère ne pouvait pas chicaner, c'était une sainte, ma grand-mère. Mais les seuls arguments que j'ai vus entre mon grand-père et ma grand-mère, c'était pour les fleurs. Il y avait donc dans le grand jardin du grand-père, il y avait une partie qui était pour les fleurs, principalement des roses d'ailleurs, uniquement des roses. Et puis le grand-père, les roses, puis les fleurs, il trouvait que ça prenait pas trop de place. Or, dès qu'il pouvait chaparder un peu de terrain sur les fleurs, il le faisait. Et là, la grand-mère, elle arrivait. Mes rosiers, qu'elle disait comme ça. Puis mon grand-père qui dit, t'en as pas assez, là, ok? Non. Et donc, j'ai appris à aimer les fleurs au contact des femmes, j'allais dire des femmes de ma vie, là, okay, qui m'ont tout appris. Et j'ai gardé ça. Et pour moi, les fleurs, je les utilise bien sûr pas seulement en décoration. Une fleur, ça goûte quelque chose. Alors, sur le château, j'avais beaucoup de capucines, des pensées, des violettes, pas beaucoup de bourraches. J'avais des émerocales, vous savez, les grosses fleurs. Alors, j'enlevais les pistils au milieu, puis je les farcissais. Et
Évidemment, j'en avais pas beaucoup. Il fallait une table. Quand je voyais un bon client, 10 personnes, j'allais chercher mes hémorrhocales, puis un peu comme les fleurs de courgette, pour ceux que vous connaissez les fleurs de courgette. Le même principe que ça. Et puis, bien sûr, ça allait sur les salades, mais encore une fois, d'abord, vous achetez pas des fleurs chez le fleuriste pour manger. Okay? Parce que les fongicides, les herbicides, les pesticides, ils sont dessus. Vous ne touchez pas. Presque toutes les fleurs sont consommables. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de cochonneries qui ont été mises dessus. On est d'accord avec ça? Ok. Et, bien sûr, quand vous mangez j'aimais la capucine parce qu'elle a une feuille qui était le fun, avec laquelle je pouvais travailler dessus. Je trouvais qu'il y avait une uniformité dans ces feuilles qui était plaisante. Et la fleur, la capucine, généralement, il y a plusieurs couleurs, mais j'avais de la jaune et ça faisait vraiment de la job, une bonne job. Et donc, ça a du goût. Il y en a qui sont plus ou moins poivrées, il y en a qui vont être plus douces, plus... Elles ont des goûts particuliers qui sont... Les pétales de rose, on peut les glacer et ça fait un très bon travail sur des desserts qui sont aussi super. Okay? Alors, si vous avez des fleurs, vous ne mettez pas de cochonnerie dessus dans votre jardin, vous pouvez utiliser les fleurs ou les pétales de fleurs. Ça marche? Ah bah, je parlais des fleurs de courgette, c'est un bon exemple qui était là. Eh ben voilà. Ok, on passe aux questions maintenant. Oui, mademoiselle. Le bébé est couché? Il dort? Il est où? Comment il s'appelle? Jacob? Oh, c'est joli ça. Il est né à Plessisville? Oui? Ça va devenir un cuisinier? C'est quoi votre question? Les hémorrhocales, on les farcit avec quelle viande? Les hémorrhocales, on les farcit avec des purées de légumes. Vous allez y mettre un blanc d'œuf pour voir que ça tienne, mais vous pouvez utiliser aussi de la chair de poisson. Je l'utilisais rarement avec de la viande. Je trouve que c'est assez délicat et je trouvais qu'une bonne purée de légumes faisait vraiment la job. Et je parfumais bien sûr la purée de légumes ou la purée de poisson, la chair de poisson avec une herbe qui pouvait être de la basilic ou coriandre ou des choses comme ça. Ça répond à la question? Oui? La liste. Oui. La liste. La liste, de bouquet de la liste qu'ils vendent, on met ça direct dans le chaudron, on peut la séparer. Est-ce que ça peut être très fort? Oui, ça peut être très fort. C'est sûr que ça va. Oui, la lisse, ça peut être très fort, effectivement. Allez-y parcimonieusement. Au pire des camps. Mais ça, c'est vrai pour toutes les feuilles, les herbes. Si vous n'êtes pas sûr de la force de l'herbe, allez-y petit à petit. Il y a des herbes que vous le savez, vous connaissez le basilic, vous connaissez certaines herbes, vous êtes sûr. Mais autant une herbe peut vous relever un plat comme il faut, autant si vous en mettez trop, ça peut devenir une catastrophe. Une herbe doit aider à surélever le plat, à donner un goût, une saveur. Elle ne doit jamais l'enterrer. Elle doit supporter en saveur, en goût, le plat, la sauce, peu importe, mais jamais l'enterrer. Et surtout avec des herbes fortes, comme on a vu le laurier, on a vu la sauge, on a vu l'estragon, je sais pas moi, la menthe poivrée. Si vous allez trop fort avec ces produits-là, assurément, ça va devenir une catastrophe. Le laurier, il se vend en feuille, mais j'ai vu qu'il se vendait moulu. C'est quoi la... Allez-y en feuille, vous connaissez mieux le truc, oui. Ben, et toutes les feuilles peuvent être moulues, séchées, moulues. Encore une fois, ok, le laurier, généralement, vous le trouvez séché. Okay? Mais allez-y en feuille. Je trouve qu'en feuille, on a plus de sensibilité sur la quantité qu'on utilise. Si un plat, généralement, 2-3 feuilles. Ça dépend de la grosseur de votre chaudron. Mettez-en une, deux, souvent ça suffit. Le laurier est frais. Vous dites qu'il est amer, il faut le laisser sécher. Il va sécher très rapidement. Il va sécher, mais c'est une solution.
vous pouvez prendre une feuille et le mettre dans son plat. Dans la mesure où il y aura un peu d'amertume, mais souvent vous mettez ça dans des bouillons, dans des fumées, et l'amertume est vraiment très très délicate. C'est pas explosif. D'autres questions? Pourquoi l'estragon français est difficile à trouver à jardiner? C'est l'enfer de jardiner l'estragon. Vous avez tout à fait raison. Des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. On est d'accord avec ça. Et puis vous avez raison que les horticulteurs, ils en ont pas toujours. C'est ça que vous me dites? Ouais. Parce qu'il est mal connu, parce qu'ils doivent avoir des problèmes au ravitaillement. Je sais qu'à Québec, j'avais pas trop de soucis pour ça. Mais j'ai pas la réponse. Je crois plus que c'est une méconnaissance qu'autre chose. Je croirais que c'est plus que ça, c'est la seule réponse que je trouve finalement. Il y a beaucoup d'estragons russes, mais pas de français. Oui, ça c'est vrai. Mais il faut dire que c'est une herbe qui est originaire de la Russie. Alors c'est ça la raison aussi. Mais bon, le français n'est pas si pire là-dedans. Je parle de l'estragon là. On a débordé un peu, mais si vous avez une dernière question. Ah, une dernière question, c'est monsieur. Donnez le micro. Vous aurez une meilleure méthode pour l'ail des bois. Ah, l'ail des bois. Vous savez que l'ail des bois est en perdition. Parce que les gens ne savent pas le cueillir. Et ils arrachent tout, et puis ça prend 7 ans à repousser. Et ça, c'est catastrophique. Okay? Et c'est catastrophique parce qu'il y a des plantes comme ça, sauvages, et il en existe beaucoup, il en existe quelques-unes dans tout ce qu'on appelle boréal, et l'ail des bois en fait partie, que si on ne sait pas cueillir, ben, la talle elle disparaît carrément. La conserver dans l'huile, je pense que c'est la meilleure chose, mais si vous allez en chercher, prenez-en soin, coupez-la jusqu'au bon endroit. Au moins pour vous, pour l'année d'après, okay? Vous n'êtes pas obligé de dire la talle aux copains, là, mais l'huile va faire la job, une bonne huile d'olive ou canola va faire la job. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'étais enchanté de venir à Plessisville. Si vous êtes là ce soir, c'est que quelque part vous avez un amour de la cuisine, vous aimez les herbes, entre autres, parce que je comprends que vous êtes une sacrée gang à jouer dans le plate-bande. Moi, on devrait... C'est pas loin d'ici. Je me souviens, il y a quelques années, c'est la dernière histoire, maman. C'était à Drummondville. Il y en avait un, vous vous souvenez de cette histoire, ça a paru dans les journaux. Il y en a un qui avait eu l'idée fabuleuse de faire un jardin devant chez lui, plutôt que des rocailles. J'ai dit, plein brillant. Enfin, on devrait encourager les gens à faire leur jardin devant, plutôt que de mettre plein de cochonneries qui ne servent à rien, puis que ce serait fabuleux, ok? Mais si vous êtes là, j'allais dire, c'est que vous aimez la cuisine, c'est que vous aimez jouer dans la terre, c'est un sport extraordinaire. Et moi, en attendant, j'étais heureux de venir ici. Bon appétit, bonne cuisine et à bientôt. Un gros merci, Jean. Là, j'ai des petites annonces à faire. J'ai oublié de marquer la date du voyage. Tout le monde me demande la date. C'est le 15 juillet à Saint-Raymond-de-Portneuf. Il reste quelques places en arrière. Il reste une vingtaine. Fait que s'il y en a qui sont intéressés, allez voir Lisette. Elle est dans l'une, mais... Ah, elle va pas. OK. N'oubliez pas notre échange de plantes le 20 mai au Carrefour de l'Érable à 10h. Puis s'il vous plaît, bien identifiez vos plantes.